Général, mes chers collègues, nous sommes ce matin réunis pour clore les travaux de la mission d'évaluation de la loi du 24 juillet 2019 portant création de l'OFB, dont le rapporteur, notre collègue Jean Bassy, a présenté les constats et les recommandations à la Commission le 25 septembre dernier. Pendant plusieurs mois, le rapporteur s'est livré à un travail approfondi qui a abouti à un diagnostic complet de l'OFB. Selon trois axes principaux. D'où vient cet établissement public, ce qu'il est 5 ans après sa création et ce vers quoi il doit tendre, genèse, bilan et recommandations. Pour ce faire, Jean Bassy a fait le choix de l'exhaustivité. Il s'est plongé dans l'analyse des travaux parlementaires de 2019 pour restituer l'intention du législateur qui a opéré la fusion des opérateurs de l'eau, de la biodiversité et de la chasse. Il a également entendu l'ensemble des parties prenantes en interaction avec l'OFB, siégeant au sein de son conseil d'administration, ainsi que les acteurs agricoles et économiques assujettis aux prescriptions du Code de l'environnement et susceptibles à ce titre d'être contrôlés. Il s'est enfin déplacé dans le Var et dans l'Eure pour comprendre comment est perçue sur le terrain l'action de l'OFB pour faire respecter les lignes directrices de l'action environnementale fixées par le législateur depuis une décennie, afin de remédier à l'échelle du territoire hexagonal et ultramarin à la perte préoccupante de la biodiversité. De cette façon, il a établi un bilan à 360 degrés de l'établissement public dans son écosystème, sans parti pris et avec le souci de l'objectivité. L'objectivité guidée par l'ambition louable de proposer des pistes pour renforcer la légitimité de l'OFB et faire en sorte que ses missions de police de l'environnement soient mieux comprises et moins contestées. Soyons clairs et disons-le sans embâche, nous avons besoin de l'OFB et d'un OFB ayant les moyens d'accomplir ces 5 grandes missions. Les inspecteurs de l'environnement, parfois caricaturés en cow-boys verts, n'en sont autres que les agents qui donnent la force légale et assurent le respect des législations environnementales que nous édictons. De façon pédagogique et pragmatique, chaque fois, effectivement, que cela est possible. Un opérateur unique de la biodiversité constitue un enjeu de cohérence pour atteindre nos objectifs européens et nationaux de reconquête de la biodiversité et de la qualité des eaux. Il est de notre devoir de soutenir l'OFB dans ses missions quand il agit conformément à la lettre et à l'esprit de la loi. Le rapporteur a formulé 29 recommandations pour ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire administrative et de l'OFB, fondé sur des relations plus apaisées avec les acteurs, sans remettre en cause la nécessité des normes environnementales. Aujourd'hui est venu le temps de la mise en œuvre. C'est la raison pour laquelle nous vous avons convié, Monsieur le Directeur Général, pour évoquer avec vous la manière dont vous comptez donner corps aux évolutions préconisées par le rapport d'information, notamment celles qui peuvent être instaurées à droit constant, sans l'intervention du législateur ou de l'autorité réglementaire. Nous souhaitons notamment vous entendre sur votre méthode, le calendrier de déploiement des mesures et les évolutions de pratiques administratives que vous comptez impulser pour un OFB qui soit tout autant au service de l'environnement que des territoires. Avant de vous céder la parole, le rapporteur Jean Bassy vous résumera les grandes lignes de son rapport et les points de vigilance qui ont retenu son attention afin d'amorcer un dialogue fructueux avant de laisser la parole aux autres commissaires pour notre traditionnelle série de questions et de réponses. Je précise que nous disposons pour cet échange d'1h30. Olivier Thibault, le directeur général, ayant ensuite des obligations en région. Je vous remercie et je passe la parole au rapporteur. Jean. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur Général, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier le Président Longeot d'avoir bien voulu organiser cette audition qui constitue à mon sens la suite logique du rapport d'information que j'ai présenté à la Commission en septembre dernier. Mon intention était claire en conduisant ces travaux, faire œuvre utile en traçant un chemin pour permettre à l'OFB de renforcer sa légitimité et remplir plus efficacement les missions confiées par le législateur. Les critiques que j'ai formulées l'ont été dans un esprit constructif, dans le but d'aplanir les difficultés, d'apaiser les tensions, de fédérer les initiatives pour préserver l'environnement sans tomber dans les oppositions stériles qui ne font pas avancer les choses. Je vous rappelle brièvement les principaux constats tirés de mes travaux.
Le rôle positif et l'expertise de l'OFEB sont largement reconnus en matière de connaissance et de protection des milieux, mais l'établissement public doit travailler à accroître l'acceptabilité de son action pour surmonter un déficit marqué de légitimité, surtout auprès des acteurs agricoles. La fusion des opérateurs de l'eau, de la biodiversité et de la chasse n'a pas produit la plénitude des effets et des bénéfices escomptés. La création d'une culture d'établissement est affaire de temps. Les évolutions de périmètre des missions de l'OFEB par rapport aux opérateurs qui l'ont précédé doivent encore se diffuser et être mises en œuvre sur l'ensemble du territoire en tenant compte des spécificités et des enjeux locaux. Ces agents doivent s'efforcer de nouer des relations plus étroites et régulières avec les élus locaux, qui sont le relais de l'action environnementale du quotidien, mais également du public insuffisamment ciblé par l'Office, dont les attentes et les besoins pourraient être mieux compris. Parmi les points de vigilance identifiés dans le rapport d'information, plusieurs me semblent devoir faire l'objet d'une action correctrice. Le temps consacré à la police de la chasse s'est fortement contracté par rapport à ce qui existait du temps de l'ONCFS. La présence des agents de l'OFEB sur le terrain est jugée insatisfaisante, tant par les élus locaux que par les acteurs économiques. Les actions de pédagogie et de sensibilisation occupent une part trop limitée de l'emploi du temps des agents de l'OFEB, ce qui contribue à accentuer l'image répressive de l'établissement qui nuit à sa capacité à accompagner les acteurs face aux nombreux défis de la préservation de l'environnement. La police de l'environnement est contestée dans ses principes comme dans ses modalités, d'autant que la complexité et le foisonnement réglementaire dont nous sommes en partie responsables entretient un sentiment d'exaspération face à la norme environnementale. Ce sentiment ne saurait être négligé. La perception des acteurs doit être prise au sérieux par l'OFEB, d'autant qu'un fait générateur d'apparence insignifiante peut susciter de vives réactions en fonction des contextes locaux. N'oublions pas à cet égard que l'OFEB est encore un nouveau venu dans le paysage administratif. Il s'est en effet écoulé à peine 5 ans depuis sa création. Au-delà des marges d'amélioration identifiées au cours des auditions, je reste convaincu que l'OFEB peut devenir un opérateur incontournable par la qualité de son action, l'expertise de ses agents et sa capacité à répondre aux enjeux locaux. C'est pourquoi je condamne fermement les menaces, les insultes et les violences dont fait l'objet certains agents de l'OFEB. Je comprends la colère du monde agricole et les raisons du désespoir de certains exploitants, mais il est inadmissible de s'en prendre à des agents dépositaires de l'autorité publique, quel qu'en soit le prétexte. L'État doit protéger les agents qui protègent l'environnement et tout faire pour dissiper les malentendus. Je souhaite réitérer mon plein soutien aux agents de l'OFEB qui sont parmi les derniers agents publics sur le terrain qui ont la noble et difficile mission d'expliquer et de faire respecter le droit de l'environnement. Ces constats étant posés, il est désormais temps d'en tirer les conséquences. La permanence de l'exaspération agricole plaide pour des évolutions calibrées de l'action de l'OFEB. C'est la raison pour laquelle j'ai formulé 29 recommandations afin d'améliorer son organisation administrative, ses modalités d'intervention et la qualité des relations avec son écosystème d'acteurs. Nous avons remis officiellement le rapport à la ministre Agnès Pannier-Runacher mercredi dernier, qui s'est dit favorable aux réflexions et pistes de travail esquissées par le rapport. Certaines recommandations ont d'ailleurs déjà fait ou feront prochainement l'objet de transpositions concrètes, notamment à travers la circulaire relative à la mise en place du contrôle unique dans les exploitations agricoles, publiée le 5 novembre dernier, qui encourage les contrôles pédagogiques à blanc ou encore l'élaboration conjointe d'une circulaire entre le ministère de la Transition écologique et le ministère de l'Agriculture pour limiter la visibilité de l'arme de service. Le travail inter-inspection sur les relations entre l'OFEB et les agriculteurs sera poursuivi afin d'évaluer les procédures de contrôle et l'échelle des peines en matière d'infraction environnementale. Toutes ces mesures portées par le Premier ministre et les ministres de la Transition écologique et de l'Agriculture vont dans le bon sens. Elles témoignent de la justesse de nos constats et de l'acuité des enjeux que nous avons identifiés. Mais ce n'est pas le propos de l'audition de ce jour. Comme l'a indiqué le Président, nous avons convié le directeur général de l'OFEB à venir échanger avec nous à propos des constats, mais surtout de la mise en œuvre des recommandations du rapport.
Nous aimerions vous entendre, Monsieur Thibault, sur les mesures qui peuvent être mises en œuvre dans le cadre législatif et réglementaire constant, en vertu du pouvoir que vous détenez de l'article R 131-30 du Code de l'environnement, d'assurer le fonctionnement et l'organisation de l'ensemble des services de l'OFEB, ainsi que la gestion du personnel et la définition des attributions des agents. J'aimerais notamment vous interroger sur la manière dont vous envisagez l'élaboration d'une charte de déontologie pour l'ensemble des agents, la création d'une inspection générale, la diffusion de fiches pratiques et pédagogiques sur des grands irritants en matière de police de l'environnement, la définition d'un cadre d'intervention repensé pour favoriser une méthodologie transparente et objective des démarches de contrôle et la façon dont vous comptez favoriser des liens plus étroits entre les directions régionales, les services départementaux, les élus locaux et les acteurs de terrain. Ce sont de vastes chantiers et j'ai bien conscience qu'ils ne pourront pas être menés de front à moyen constant. C'est pourquoi je m'intéresse à la façon dont vous envisagez le séquençage de ces mesures. Pourriez-vous également indiquer celles dont la mise en œuvre nécessitera plus de temps en raison de leur complexité, ainsi que les causes de ces difficultés, voire celles qui ne vous paraissent pas opportunes, en nous expliquant pourquoi. Pour terminer, je tiens à saluer le travail que vous accomplissez à la tête de l'administration de l'OFEB, votre engagement au service de cet opérateur central de la biodiversité et de la chasse, ainsi que les efforts que vous déployez pour améliorer les relations entre l'établissement public et l'ensemble des acteurs en interaction avec lui. La tâche est herculéenne, mais comme tous les défis auxquels nous faisons face. Mais en matière de biodiversité, il ne faut pas épargner nos efforts et continuer inlassablement de fédérer, d'expliquer, de réconcilier, de prévenir, de sensibiliser et d'accompagner. Et si rien de tout cela fonctionne, de sanctionner le non-respect des normes environnementales que nous avons collectivement élaborées sans parti pris ni dogmatisme. Merci, monsieur le rapporteur. Je vais donc donner la parole au président directeur général de l'OFB. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. Je voudrais commencer en remerciant le Sénat pour l'intérêt porté pour ce bel établissement qui ne laisse pas indifférent en ce moment. Merci de m'avoir convié pour cette discussion sur les suites de ce rapport, sur nos enjeux, sur nos propositions d'évolution pour sortir par le haut des difficultés qu'on peut voir en ce moment. Merci, Monsieur le rapporteur, pour le travail que vous avez fait en profondeur sur l'OFB. En tant que directeur général, j'ai aujourd'hui deux rapports très fournis et très complémentaires finalement, puisque en un an, nous avons eu le contrôle organique de la Cour des comptes sur le fonctionnement de l'OFB qui s'est penché en profondeur et sans concession sur nos procédures internes, sur le respect de la loi, sur les normes budgétaires, comptables, etc. Et le rapport du sénateur Bassy qui s'est plus positionné sur le positionnement de l'OFB dans l'écosystème et a fait un travail avec les parties prenantes très approfondi, plus de 140 intervenants, 50 organismes, et qui apporte un regard complémentaire qui, pour le directeur général que je suis, apporte un éclairage et permet aussi, là aussi, sans embâge, parce que je me rappelle le questionnaire de départ, il y a des questions un peu piquantes pour nous, mais qui permet d'avoir un vrai débat et aujourd'hui de se poser les questions qu'on doit relever. Je me réjouis dans ce rapport, Monsieur le Sénateur, je le dis tout de suite, que vous ayez reconnu le rôle positif pour la protection de l'environnement de cet établissement, le fait qu'on a investi avec sérieux nos si grandes missions, que la fusion, elle fonctionne, qu'on a une gouvernance complexe, mais qui marche et qu'il faut continuer à faire fonctionner, même si notre CA a presque un comité des parties prenantes et que tout ça fonctionne. Souligner que, je veux dire, c'est... Et je préfère le redire dès le départ, on parachève un peu la fusion d'un certain nombre d'organismes, de l'eau, de la nature, de la mer, de la chasse, et que l'objectif de concilier les activités humaines et de l'environnement sont l'objet de cette fusion. Je préfère le dire tout de suite parce que vous avez en tête que cette fusion, elle s'est passée dans un contexte pour le moins difficile,
D'abord parce qu'on a eu des fusions successives. Conseil supérieur de la pêche, qui est devenu l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, qui est devenu l'Agence française de la biodiversité, en intégrant l'Agence des aires marines protégées, Parcs nationaux de France, Athènes, et après la fusion avec l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, pour former cet opérateur, lequel s'est formé 15 jours avant la crise Covid, qui n'a pas facilité la fusion, avec des cultures d'établissement pour le moins différentes et qu'il faut faire évoluer. Et tout ça avec un temps de préfiguration hyper court. Moins d'1 an pour préfigurer un établissement de 3000 personnes, c'est quand même pas le plus simple possible. Et donc le fait que ça fonctionne, voilà. Après, évidemment, tout n'est pas parfait. Et moi, je prends toutes ces propositions et pistes d'évolution avec humilité. Et on va essayer de continuer à faire évoluer cet établissement, le positionner le mieux possible. Puisqu'on a un établissement, vous l'avez dit aussi, encore jeune, même si il a une longue histoire pour chacune de ses parties constituantes. Je voudrais, comme vous m'y invitez, revenir sur quelques points qui me paraissent très importants pour les échanges qu'on va avoir maintenant. Le premier point, c'est le constat écrit de manière très claire sur le manque de légitimité d'une partie de l'établissement et de la mission de police de l'environnement, puisque vous dites dans le rapport qu'on souffre d'un déficit important de légitimité, qu'il y a des réticences et des contestations vis-à-vis de l'exercice des prérogatives au titre de la police de l'environnement. Vous parlez d'une police d'avant-garde, au sens d'un droit en devenir qui n'est pas encore complètement rentré dans la morale collective. C'est quelque chose sur lequel je pense qu'il faut que collectivement nous réfléchissions tous. Il s'agit là encore de ne pas opposer les parties prenantes et certainement pas d'opposer par exemple agriculture et environnement, puisqu'on voit qu'on a des destins liés et que si on n'arrive pas à protéger notre environnement, on aura du mal à protéger notre souveraineté et notre autonomie alimentaire. Et donc c'est des sujets sur lesquels il faut qu'on communique plus, qu'on convainque et qu'on travaille. N'oublions pas les enjeux que l'établissement porte. Moi j'entends souvent dire, et je le dis de manière un poil caricaturale, mais on en a échangé là-dessus il y a quelques jours. C'est pas juste la police des papillons et des petites fleurs dont on parle là. Et quand j'entends des gens qui disent oui, c'est quand même pas du même niveau que des choses beaucoup plus sérieuses et importantes, les enjeux dont on parle, pour moi, sont absolument fondamentaux pour notre société et pour l'homme. Parce que ce dont on parle, c'est le dérèglement climatique qui est là, l'effondrement de la biodiversité, et qui impacte directement et qui va impacter directement nos modes de vie. Ce n'est pas un sujet de militants ou d'écologie ou quoi que ce soit, c'est un sujet global pour lequel nous devons apporter des réponses. Et un des symptômes qui montre l'importance de ce sujet, regardez ce que dit le rapport du Forum de Davos de l'année dernière. L'effondrement de la biodiversité est la 3e grande cause de risque pour nos entreprises à échéance 2034. Ce n'est pas dans 50 ans, à échéance de 10 ans. La Banque centrale européenne nous dit très clairement que 3/4 des entreprises européennes dépendent de manière critique des services écosystémiques. C'est 3 millions d'entreprises qui vont avoir des difficultés dans les années à venir à cause de l'effondrement de la biodiversité. Donc aujourd'hui, ce n'est pas la biodiversité contre le monde économique ou le monde agricole, c'est bien l'ensemble de nos activités qui doit prendre en compte ces évolutions du climat et de la biodiversité et trouver des solutions ensemble. Derrière ça, nous avons plusieurs questions qu'il faut se poser. Des questions de temporalité. Ça, c'est quelque chose que je trouve hyper difficile dans la façon dont on travaille. Nous travaillons avec une temporalité qui n'est pas immédiate. On travaille pour dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 50 ans. On travaille pour nos enfants et nos petits-enfants. Et c'est vrai qu'on a souvent un syndrome du la fin du monde versus la fin de l'année. Nous devons aujourd'hui dépasser ça. Et ça, c'est quelque chose que vous dites bien aussi dans le rapport. Il faut prendre en compte ces différentes temporalités. Il faut prendre en compte et réussir à faire passer le message que ce qu'on ne fait pas aujourd'hui sera bien plus douloureux demain. Et le demain, c'est vraiment demain, c'est-à-dire à quelques années, moins de 10 ans. Ensuite, on a des questions de modalités d'accompagnement parce qu'on doit organiser des transitions. C'est difficile. Personne n'aime vraiment changer.
pense tous que les autres ne changent pas assez vite et que soit ça nous force à changer trop vite. On le voit bien. Et dans les modalités d'accompagnement, si je fais un peu caricatural, je vais revenir dessus derrière, on a 3 grands types. On a, est-ce qu'on fait de l'accompagnement incitatif? Et pour ça, il faut de l'argent. Et donc, c'est sûr que j'espère on arrivera à réserver des crédits suffisants pour faire cet accompagnement qui me paraît nécessaire. On a besoin de pédagogie, d'accompagnement, d'explication. Pour ça, il faut des moyens humains. Et là aussi, on a besoin aujourd'hui d'avoir des hommes et des femmes dans les territoires qui soient capables d'expliquer, d'accompagner, de former, d'éduquer, de trouver des solutions. Ça, c'est des moyens humains. Et puis, on a besoin aussi de règles claires et lisibles et de les faire appliquer. Et donc là, ça renvoie vers la police sous toutes ses formes. Voilà. Et donc, c'est un équilibre entre ces 3 leviers que nous, on essaye de trouver. Et on prend les préconisations, les propositions du rapport en sens pour essayer de trouver. Si je reprends un petit peu les grands thèmes et ce sur quoi on veut travailler, je commence par la police et le respect du droit. Encore une fois, le but pour l'OFV n'est absolument pas de mettre le plus grand nombre de PV possible. Le but pour nous, c'est d'arriver à concilier la nature, le respect de la nature et les activités humaines. Bon. Et puis derrière, c'est de faire baisser les pressions. Donc je ne vous refais pas les enjeux, hein, ils sont hyper importants. Aujourd'hui, nous ne sommes pas à la hauteur sur ces enjeux. Hein. Je veux dire, on voit les populations d'insectes qui diminuent. Vous savez tous, hein, pas d'insectes pollinisateurs, plus d'autonomie alimentaire en France. Hein. Les captages d'eau potable, nous n'y sommes pas. Je veux dire, on a perdu 12 500 captages depuis les années 80 à cause de pollution par les phytos. C'est un captage sur 4 en France qui a été fermé à cause de pollution par les phytos. Il en reste 33 000 en France aujourd'hui. Hein. Donc aujourd'hui, nous devons collectivement faire en sorte de protéger notre eau potable et trouver des moyens de conciliation de ces différentes politiques. Hein. Et le changement climatique, et voilà. Donc, on doit faire respecter le Code de l'environnement. Comme vous le dites très bien, ces normes, elles sont touffues, complexes, sur plusieurs codes, avec des milliards d'exceptions, qui fait qu'on a du mal collectivement à les faire appliquer, à en parler. Donc c'est un enjeu majeur pour nous d'arriver à être compréhensible, de partager ces normes et d'avancer. Comme vous l'a dit, Monsieur le Président, ça se passe à différents niveaux. Il faut, je pense, faire évoluer cette réglementation pour la rendre plus lisible. Il faut ensuite favoriser le moyen de le partager et puis de le mettre en œuvre. On a mis un certain nombre de propositions sur la table, hein, je serais ravi d'en discuter avec vous. Un projet de convention avec les chambres d'agriculture sur 3 grands axes, se parler, se comprendre, se former dans les 2 sens, et puis organiser les contrôles. On a mis sur la table des propositions de fiches pédagogiques sur les grands enjeux, l'entretien des fossés cours d'eau, les zones de non-traitement pour les particuliers, les pollinisateurs, les zones humides, les constats de dommages sur le loup, la police administrative et la police judiciaire, pour expliquer ce qu'il faut faire, ce qu'on doit faire, ce qu'on veut contrôler, les conséquences. On propose de faire des chantiers écoles ou des contrôles pédagogiques. On voit bien qu'on a besoin de partager aujourd'hui ce qu'on veut contrôler, les conséquences et pourquoi on le fait. Et tout ça, bien sûr, se fait sous l'égide dans les départements des préfets via les missions interservices de l'eau, les missions interservices de l'agriculture dans le cadre du contrôle unique, avec des besoins de communication et de lisibilité. Hein. Ensuite, vous l'avez dit dans le rapport, on a une police qui fait face à un certain nombre de tensions potentielles. Cette police, elle est armée. Vous dites dans le rapport que l'armement est indissociable de l'uniforme. Et vous vous souvenez, dans cette même enceinte, il y a quelques mois, la présidente de mon conseil d'administration rappelait à quel point c'est une ligne rouge, parce que nous sommes redevables de la sécurité de nos agents. Et pour cette police de l'environnement, on a besoin d'être capable d'être une police comme les autres et de se défendre. Je pourrais revenir dessus. Et donc, on ne peut pas remettre en cause cet armement qui est constitutif de cette police. En parallèle, on a évidemment beaucoup discuté, partagé les ressentis et je fais mienne les propositions du rapport sur 2 axes qui nous paraissent importants. Quand vous organisez chez les agriculteurs sur leur exploitation, des contrôles administratifs sur le respect d'autorisation de déclaration et qu'on prend rendez-vous,
il est légitime, que la visibilité de l'armement soit proportionnée, comme vous dites dans le rapport. Et donc, nous travaillons aujourd'hui à la mise en place du port d'armes discret pour ces rendez-vous construits où il n'y a pas de sujet particulier de sécurité. Et c'est d'ailleurs une des annonces de la ministre de l'Agriculture la semaine dernière à Sully-sur-Loire. On voit aussi qu'à partir du moment où il y a des tensions dans les territoires et qu'on arrive souvent à des postures de une parole contre l'autre parole, il faut objectiver. Et donc se pose la question de la caméra piéton pour des contrôles dans les secteurs en tension. Nous sommes favorables à la mise en place de ces caméras piétons qui permettent, et on l'a bien vu dans le cas de la RATP et de la SNCF, de faire largement baisser les tensions. Voilà. Alors bien sûr, ça impose une mesure législative, et donc il faudra se poser la question du contexte législatif dans lequel ça se mettra en place. Voilà. Ça, c'est pour la police. Je répondrai à vos questions si vous en avez. Sur la prévention, nous sommes conscients qu'on a besoin aujourd'hui de faire plus de pédagogie, plus d'information, et donc on souhaite travailler sur ces sujets-là. Je voudrais juste rappeler que dans la façon dont on fait nos contrôles, nous faisons déjà beaucoup de pédagogie. Alors on ne parle évidemment que des problèmes et jamais de ce qui marche bien dans les médias. Si je prends l'exemple, par exemple, de la campagne sur les aires protégées qu'on a fait cet été, on a fait 14 000 contrôles. On a vu plusieurs milliers d'infractions, petites infractions. Il n'y a eu que 300 infractions relevées PVMI, parce que dans la majorité des cas, quand il n'y avait pas d'intentionnalité, quand ce n'était pas très grave, on a privilégié la pédagogie, bien sûr. Je voudrais insister sur le fait, et ça c'est très clair pour vous, mais je vois que dans les territoires, il faut le répéter souvent, il ne faut pas confondre pédagogie et dépénalisation. On voit qu'on a plusieurs sujets. Il faut mieux expliquer la réglementation, les enjeux, ça c'est sûr. Il y a probablement un sujet de quantum des peines, parce que pour nous, c'est extrêmement difficile, pour nos agents, et on nous le renvoie très souvent dans la figure, si j'enlève un arbre d'une haie, alors je risque 3 ans d'emprisonnement, 150 000 € d'amende, c'est disproportionné. Évidemment, ça n'arrive jamais, mais le fait d'avoir ce plafond très élevé crispe les gens et renvoie dans des positions. Donc, cette réflexion sur le quantum des peines mérite un travail. C'est un travail de fond qui est complexe et qui mérite, je pense, une mission spécifique avant de revenir vers le Parlement. Mais à l'inverse, je le redis en permanence, imaginer que la seule pédagogie permettrait d'appliquer totalement le droit de l'environnement est une illusion. Et on voit bien tous dans nos comportements que s'il n'y a pas de sanctions et de contrôle un jour, ces règles ne sont pas appliquées. Donc il faut évidemment de la police aussi pour ceux qui ne veulent pas respecter le droit. Un point sur la communication. Nous souhaitons à l'OFB faire plus de communication pour être plus pédagogue, pour plus avancer. Peut-être une petite erreur qu'on a fait d'ailleurs sur la façon dont on a rapporté nos actions l'année dernière. On a voulu, de manière très transparente, valoriser le temps passé de nos agents sur des actions de communication. C'est dans le RAP de l'année dernière sur 2023, qui fait apparaître près de 7 millions d'euros sur la communication. Dans ces 7 millions d'euros, j'attire votre attention sur le fait qu'il y en a 5 qui sont de la valorisation du temps agent de nos agents pour faire de la communication. Il n'y avait que 1,7 million d'euros sur de la vraie communication. Quand on regarde la stratégie biodiversité, on aurait besoin de au moins 7 millions d'euros par an pour faire de la vraie communication en plus des agents. Et donc peut-être qu'il ne faut pas valoriser le temps agent, parce que moi je suis persuadé qu'on a besoin que nos agents fassent de la communication dans leur action de tous les jours dans les territoires. Si le fait de le montrer nous conduit à enlever ces bonhommes, ça serait quand même l'inverse de ce qu'on a envie de faire. Et vous examinerez des amendements dans ce sens-là, d'ailleurs, la semaine prochaine, au Parlement, dans le cadre du projet de loi de finances. Un mot sur la mobilisation. On voit qu'on a besoin d'avancer sur des outils de mobilisation. Je vous dis juste les titres, si vous voulez qu'on en discute. Pour les collectivités, les atlas de la biodiversité communale, qui sont des outils extraordinaires de partage d'informations pour comprendre la biodiversité dans ces territoires, le partager et faire de l'aménagement du territoire intelligent. Les aires éducatives pour les jeunes, les programmes entreprises engagées pour la nature, pour les entreprises, Diag Action avec BPI France, c'est des outils qui permettent d'organiser des transitions, de prendre conscience des enjeux et de travailler sur des solutions. Voilà. Les points sur les propositions que vous faites dans le rapport et sur lesquels on travaille,
nous avons pleinement conscience qu'on doit intégrer l'établissement dans les territoires, les ancrer dans les territoires. Ça ne se passe pas au niveau national, ça se passe dans chaque département. On a besoin de plus discuter avec les parlementaires dans les territoires, avec les grands élus, sous l'égide des préfets bien sûr. Et ça, c'est un point sur lequel nous travaillons. Et le rapport nous a permis aussi de réouvrir les portes et de repartir au contact des gens. C'est vrai que pendant la fusion, on s'est un peu renfermé sur nous-mêmes pour organiser, acculturer les gens au sein de l'établissement. On voit qu'aujourd'hui, on a besoin de se retourner vers l'extérieur. Vous dire que chaque fois qu'il y a des crises, l'établissement il est en soutien des acteurs des territoires. Je veux dire, lors des catastrophes naturelles, la tempête dans les Alpes-Maritimes, les incendies dans les Landes, les inondations de France, nos agents, alors que j'entends souvent l'inverse, ne mettent pas de PV dans ces cas-là et sont en soutien des élus pour trouver des solutions, pour éviter de faire des bêtises, éviter d'avoir après des ennuis. Et ça, j'y tiens beaucoup. On met beaucoup d'énergie quand il y a des sécheresses pour organiser le partage de l'eau tel que le préfet l'a organisé. Quand il y a des crises sanitaires, on a énormément d'énergie pour résoudre les crises sanitaires, etc. Nous avons élaboré une charte de déontologie. C'est une des propositions du rapport. Nous venons de la valider le 15 octobre dernier. On l'a diffusée à tous nos agents. Ça donne les droits et devoirs de nos agents au sein de l'établissement. Nous sommes en train de mettre en place une inspection générale des services au sein de l'OFB, un peu comme on a l'IGPN pour la gendarmerie, l'inspection générale des services pour l'Office national des forêts, qui permettra d'avoir une instance de recours externe quand il y a des difficultés et pour, là aussi, sans embâge, quand il y a un problème, se poser des questions et vérifier comment on y apporte des réponses. Voilà. Je vais m'arrêter là pour laisser la place aux échanges. En conclusion, je voudrais dire que je me réjouis des propositions constructives que vous avez faites. Notre établissement est encore jeune, il a besoin de construire sa légitimité, vous l'avez dit, il a besoin de s'inscrire dans les territoires et on a besoin de dialogue, de volonté de sortie et d'amélioration et certainement pas d'opposition stérile entre les différentes parties prenantes. Nous travaillons avec les agriculteurs, avec les élus et c'est bien cette marque de fabrique que je compte instiguer dans l'établissement. Merci, Monsieur le Président. Merci. Je vais donner la parole à mes collègues et je donne la parole à Stéphane Demilly. Merci, Monsieur le Président, et merci, Monsieur le Directeur, pour votre intervention. L'OFB est devenu la bête noire des syndicats. C'est des syndicats agricoles, on le sait. L'organisme est censé incarner l'engagement de l'État dans la défense de l'environnement, mais la police de l'environnement se heurte quasi systématiquement à l'hostilité croissante du monde rural. Le rapporteur l'a dit de façon modérée, mais il l'a dit. Alors, ma première question, c'est est-ce que vous êtes injustement mal aimé? Est-ce que vous êtes des incompris? Est-ce que vous êtes un bouc émissaire général? Ou est-ce que cette situation est le fruit d'erreurs de communication et de comportement et auquel cas, quel mea culpa pouvez-vous faire pour expliquer cette situation? D'autre part, la FNSEA et les jeunes agriculteurs ont également adressé une liste de revendications à l'exécutif, parmi lesquelles figurait le désarmement des agents de l'OFB. On en a déjà parlé dans cette commission et vous êtes revenu dessus il y a un instant. Je vous ai bien écouté. Vous avez dit que c'est une ligne rouge pour nous-mêmes. Quand vous dites nous-mêmes, vous entendez bien sûr les administrateurs de l'OFB. Même si vous envisagez donc de faire des efforts, comme vous l'avez expliqué, en étant un petit peu plus discret sur le port d'armes. Je reprends les propos que vous avez utilisés. Est-ce qu'on ne peut pas couper la poire en deux? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'il y ait une progressivité dans cet équipement? Je veux dire, la première fois que vous vous rendez dans une exploitation agricole, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'être équipé d'une arme à feu? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que vous y alliez ainsi et que la deuxième fois, si vous sentez effectivement qu'il y a une tension ou que les informations dont vous êtes dépositaire sont particulièrement inquiétantes, imaginez qu'effectivement là, vous soyez équipé donc d'une arme à feu. Voilà. C'est la question que je me posais parce que s'arc-bouter ainsi sur donc la détention d'armes n'améliorera pas les choses. Hein, voilà. Donc c'était la deuxième question que je voulais poser, savoir si on pouvait effectivement imaginer couper la poire en deux. Merci. Je vais donner la parole à Nicole Bonnefoy.
Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, mes chers collègues. Ce rapport reprend peu ou prou les annonces du précédent gouvernement Attal et repris également par l'actuelle ministre de l'Agriculture, Annie Genevard. Cette dernière a d'ailleurs déclaré samedi que le port d'armes par vos services était un irritant majeur pour les agriculteurs. En janvier dernier, Monsieur le Directeur Général, vous nous indiquiez sur ce point que vous travailleriez à un port discret de l'arme de service des agents, tout en précisant que ce qui était véritablement en jeu était l'acceptation générale de la règle et sa mise en œuvre. Je partage votre approche qui remet à l'endroit la problématique de l'exercice des missions de l'OFB. Si j'entends le besoin de simplifier les process administratifs et ainsi libérer du temps, je crois tout de même que les questions de la rémunération des agriculteurs et de la régulation des négociations commerciales sont primordiales pour le secteur agricole. En axant toute son action sur la simplification, le gouvernement se dessaisit de l'essentiel, à savoir le revenu des agriculteurs. C'est, de mon point de vue, une facilité politique que de pointer la responsabilité d'agences étatiques telles que l'OFB ou encore, on l'a vu récemment, l'ANSES dans le malaise agricole actuel ou également l'INRAE, ce qui est, de ce point de vue, absolument regrettable, voire même dangereux. Pour ma part, je suis absolument certaine que l'OFB fera preuve de pédagogie et se pliera aux recommandations, mais nous avons ici un devoir en tant que législateurs, c'est de résister aux pressions de lobby pour faire comprendre que les normes ne sont pas contre les agriculteurs, mais bien pour les accompagner dans la transition. Vous avez lu sans doute, et vous en avez parlé tout à l'heure, le rapport interministériel sur la qualité de l'eau potable. Les préconisations sont extrêmement fortes en matière de restriction des pesticides sur les aires de captage. Il y a donc une révolution culturelle à faire pour créer l'adhésion du monde agricole à la préservation des sols et donc de notre souveraineté alimentaire future. Sachez, Monsieur le Directeur Général, que sur ces bancs, l'OFB n'est pas suspecte d'illégitimité ou de militantisme, comme l'indique ce rapport. Nous soutenons votre action dans les missions qui sont les vôtres, qui concilient préservation de la biodiversité, de l'environnement et les activités humaines. Ce sont des enjeux absolument majeurs pour assurer notre avenir, mais surtout l'avenir de nos enfants et des générations futures. Merci. Je vais donner la parole à Hervé Gillet. Merci, Monsieur le Président. J'ai eu le plaisir de recevoir votre directeur régional récemment, justement pour peut-être compléter un dialogue nécessaire aujourd'hui avec les parlementaires. Et d'ailleurs, je pense que vous devriez peut-être organiser des rendez-vous annuels au moins, à l'échelle régionale, par exemple, avec les parlementaires, pour qu'on puisse avoir un échange sur le fond, sur une analyse, bien sûr, de vos activités, mais aussi qu'on puisse regarder au niveau des territoires les éventuelles difficultés qu'il peut y avoir. Et dans ce cas de figure, je crois qu'il faudrait, au regard de certaines problématiques qui sont posées, et qui sont parfois plus des postures que des problématiques réelles en termes d'instrumentalisation du débat, mais je pense qu'il faudrait que nous allions un peu plus vers la question de la différenciation aussi territoriale dans l'appréciation de l'action. La question de la différenciation, elle se pose partout, mais on voit bien que, en fonction de la nature et des territoires, la manière d'agir est forcément différente. Et il faut créer les conditions pour qu'il puisse y avoir, comme vous l'avez souligné, un dialogue efficace et de qualité. Et donc, cette question de la différenciation est absolument essentielle. Et souvent, il manque aussi, mais vous l'avez souligné, une approche transversale avec l'ensemble des services de l'État qui permettrait aussi de travailler parfois un peu en mode projet, notamment par certains projets, certaines infrastructures, et qui permettrait aussi de créer les conditions de la différenciation et de l'appréciation. Les pouvoirs dérogatoires des préfets sont très peu exercés aujourd'hui. On doit s'interroger d'ailleurs le pourquoi du comment. C'est parce qu'il y a une crainte très forte en termes de recours juridiques. Et pourtant, il faudrait aller dans cette voie
pour, à certains moments, adapter les positions des uns et des autres et les caler au mieux de la différenciation territoriale. C'est sans doute une des conditions du dialogue qui me paraît vraiment absolument essentielle pour ma part. Je voudrais souligner 2 autres sujets sur lesquels je souhaiterais avoir des compléments. Concernant les aires protégées et les incendies de forêt, il y a eu donc un rapport interministériel sur la politique de prévention et de lutte dans le contexte du changement climatique qui a été récemment rendu. Est-ce que vous pouvez nous en faire un peu un état et une synthèse au regard de vos responsabilités? Et puis, il y a également un appel à projet concernant les infrastructures, territoires, transport, énergie, écosystèmes et paysages, et notamment qui porte sur les impacts des projets d'infrastructures. Et à chaque fois que nous avons ce sujet sur la table, se pose la question de la qualité des compensations environnementales qui aujourd'hui est vraiment questionnée. Et je voudrais également avoir votre position sur ces sujets-là. Enfin, je voudrais terminer en vous rendant aussi hommage. Toute structure, évidemment, se doit, dans un processus de développement durable, d'aller vers une évaluation et essayer de changer ce qui dysfonctionne, et vous l'avez effectivement souligné. Mais je voudrais quand même vous rendre hommage et vous assurer véritablement de notre soutien. Mon collègue parlait tout à l'heure de bouc émissaire en posant un point d'interrogation. On peut se le dire, ça arrive. Ça arrive, d'une manière très claire. Il y a une forme d'instrumentalisation. En tout cas, au regard de revendications qui peuvent être légitimes et d'autres sur lesquelles on peut avoir des interrogations, il est absolument insupportable qu'il puisse y avoir des actions de violence et des comportements de violence par rapport à des structures comme les vôtres. Et donc, je crois que c'est notre devoir en tant que parlementaire de vous assurer toutes nos solidarités sur ces sujets-là. Merci. On va essayer d'être concis parce que le directeur général doit partir pour 10h30. Alors, si on veut qu'il nous donne ses réponses, parce qu'il y a encore un grand nombre de demandes. La parole est à Ronan Dantec. Oui, merci, Monsieur le Président. Mais je pense qu'on est sur un débat extrêmement important qui, quelque part, dépasse l'OFB. Je pense que l'OFB, effectivement, se retrouve au cœur de questions qui sont les tensions qui traversent la société française. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Quand on est dans une société qui ne trouve plus de consensus sur rien, effectivement, l'émergence des enjeux environnementaux rajoute une pièce dans la machine des tensions. Mais je crois qu'il faut d'abord, en tant qu'effectivement représentation nationale, ça a été fait avant moi, mais je le fais aussi, dire à quel point on est en soutien de l'ensemble des agents de l'État. Il faut le dire extrêmement fortement et dire les aberrations. Je ne vais pas parler de l'OFB, je vais essayer de ne pas être trop long, Monsieur le Président, j'ai bien entendu la demande, mais enfin on a encore 3/4 d'heure. Mais moi j'étais avec le directeur général de l'ANSES hier. Que l'ANSES soit victime de manifestations de certains syndicats agricoles, pas évidemment de la totalité de la profession, on est dans un monde de fous. Sans l'ANSES, il n'y aurait plus un canard en France. C'est l'ANSES qui protège les filières d'élevage. Et donc, que ceux qui sont les protecteurs en fait, du développement de l'agriculture française soient victimes de certains syndicats agricoles, ça dit le niveau de crispation et de non-sens dans lequel est arrivée la société française. Ça, c'est la réalité aujourd'hui. Donc, ce qui veut dire qu'il faut qu'on essaye de manière raisonnable de retrouver des compromis, des formes de progressivité. Et c'est clair que l'OFB, je pense, apparaît comme un élément plutôt de la modernité face à ceux qui ont une nostalgie, mais d'un monde qui ne reviendra plus, ne serait-ce qu'à cause du réchauffement climatique. Donc moi, ma question, elle est de l'ordre, puisqu'on tourne beaucoup autour de la pédagogie, et j'ai bien noté votre effort pédagogique de présentation aussi, je pense qu'on n'a pas réussi, c'est un honte très très collectif, à montrer en quoi l'OFB faisait partie des systèmes de protection de la société française. Je pense que l'OFB apparaît plus comme un système de protection du loup que de protection de la société française, en étant caricatural. Mais je pense qu'il y a une question qui est là. Et est-ce que vous avez finalement une réflexion sur une autre pédagogie de communication, probablement une pédagogie de communication par l'exemple, et je prendrai surtout les questions de réchauffement climatique et d'adaptation. Je suis évidemment très intéressé par les questions d'adaptation, de dire, voilà, on voit par exemple sur les questions d'inondation, si on ne reconstruit pas
des bassins versants qui sont des bassins éponges, ce qui veut dire évidemment beaucoup de haies. Donc ça serait une aberration aujourd'hui de réduire le système linéaire de haies en France. Enfin, ça serait contre la société française. Et on sait que s'il y a des haies, il y aura de la biodiversité, il y aura une meilleure qualité de l'eau. Donc ça veut dire pour les collectivités territoriales des coûts moindres d'épuration, voire des captages, vous l'avez dit, qui disparaissent. Donc est-ce que vous avez une réflexion peut-être un peu nouvelle, peut-être un peu de remise en cause de la manière dont l'AFB a communiqué en vous disant il faut vraiment qu'on montre par l'exemple en quoi on protège la société française et pas simplement le courlis cendré, puisque pour le courlis à bec grêle, c'est trop tard. Merci. Je vais donner la parole à notre collègue Daniel Guéret et puis après je proposerai au directeur général de répondre et je ferai une deuxième série de questions. Oui, Monsieur le Président, là je vais parler en mon nom. Tout à l'heure, je vous demanderai la parole parce que Monsieur Pointreau m'a demandé de poser une question en son nom. Monsieur le directeur général, vous nous avez expliqué, comme vous l'aviez d'ailleurs fait précédemment avec beaucoup de talent, la difficulté de vos missions. Et je voudrais remercier notre collègue Jean Bassy pour l'excellence de son rapport et aussi la modération de ses recommandations qui, je l'espère, mais vous nous l'avez confirmé, sont à l'étude. En fait, vous vous trouvez coincé dans un débat qui est toujours le même sur les questions environnementales, puisqu'on a décidé dans ce pays de dresser une partie des Français les uns contre les autres. Il est bien évident, inévitable et tout autant excessif qu'on se retrouve dans des situations où vos agents sont mis. Je voudrais revenir sur un point, malgré tout, lors de votre dernier passage devant cette commission. Je vous avais, ce que mon collègue Gillet vient de vous rappeler, je vous avais demandé d'organiser dans les départements des rencontres entre vos équipes et les parlementaires. Voilà, aujourd'hui, je suis toujours, moi, dans mon département, alors je vois que ça se fait puisque tu l'as dit chez toi, donc je suis dans l'attente en Eure-et-Loire de ce genre de rencontres. Sur la pédagogie, je vais vous citer un exemple récent. Je pense que la différenciation territoriale doit aussi s'appliquer sur la pédagogie vis-à-vis des agents qui vous représentent. Aux dernières assises de l'eau en Eure-et-Loire, vous avez été invité, l'OFB a été invité à venir exposer quelques exemples significatifs de ses missions devant un parterre d'élus. Parce qu'on parle beaucoup de syndicats agricoles et moi je condamne d'une manière générale tout ce qui est excessif. Alors les excès des uns et des autres sont pour moi à mettre sur le même niveau des excès qui sont condamnables et bien évidemment il est hors de question de soutenir les agissements contre tel ou tel agent de l'État. Mais lorsque l'OFB est invité à une manifestation qui réunit 200 à 300 personnes dans une salle, en présence du préfet, en présence des maires et des agriculteurs, il me semble qu'il faudrait saisir cette occasion pour que l'OFB valorise ses missions d'une manière positive. Eh bien, votre agent qui est monté armé sur la scène, ce qui ne me semblait pas en matière de discernement du meilleur. Et vous savez, moi j'ai été en charge pendant 8 ans dans une ville de 50 000 habitants de la police municipale. J'ai été un de ceux qui se sont opposés, et je le reste, sur l'armement des polices municipales, parce qu'en termes de discernement, il faut savoir de quoi l'on parle. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, je souhaite bon courage à beaucoup de maires qui défendent aujourd'hui l'armement des polices municipales lorsqu'il y aura, ce qui arrivera inévitablement, des problèmes localement. Donc, il me semble que lorsque un agent de l'OFB monte armé, ça me pose problème dans une telle enceinte. Mais enfin, ensuite, lorsque l'agent explique toute la nécessité et la viabilité de leur émission, parce qu'il a contrôlé un maire, qui est dans la salle et il explique les choses. Il explique aussi que voilà, il a eu une action positive parce qu'il a verbalisé une irrigation qui débordait sur la route. Bref, il me semble que dans ce genre de situation, l'OFB n'est pas à la manœuvre de la meilleure façon pour valoriser sa mission et pour essayer de rapprocher des points de vue. Alors, moi, je ne sais pas ce qu'il faut, parce que naturellement, j'entends votre discours, j'entends le discours, je le mets un peu à part, des syndicats agricoles qui peuvent parfois être très excessifs, voire, voilà, il y a de la récupération politique, et comme tout ce qui est récupéré politiquement, en règle générale, ça se termine toujours mal, en tout cas, ça nous amène dans l'impasse. Mais donc, en ce qui concerne le département qui est le mien, il est bien évident que ce qui irrite les gens, c'est que, notamment les élus locaux,
c'est qu'un élu local, vous ne pouvez pas lui reprocher de ne pas aller dans le sens qui est le vôtre, c'est-à-dire dans tout ce que vous nous avez expliqué sur les objectifs de la biodiversité. L'élu local, le maire, il passe son temps à essayer de rapprocher des points de vue différents dans sa commune entre les citoyens. Et quand il se retrouve verbalisé comme un voyou, il est bien évident que la réaction qui s'ensuit n'est pas une réaction qui va dans le sens de nos objectifs communs. Donc il faut absolument qu'on trouve une solution, monsieur le directeur général, pour que ce que vous nous dites à Paris soit décuplé dans les différents départements et les différentes régions. Ça me paraît absolument indispensable, parce que de toute façon, on ne pourra pas atteindre les objectifs, je le répète, comme dans tout ce que nous traitons ici sur le domaine de l'environnement, sans essayer d'améliorer l'acceptabilité. Alors voilà les questions sur lesquelles je voulais vous interpeller. Moi, je reste dans l'attente, et vous m'aviez répondu positivement sur ces rencontres de parlementaires, mais il faut que nous ayons, et pas des rencontres à 50. Il faut effectivement que les parlementaires aient une possibilité, peut-être annuelle, comme le propose André Gillet, pour que chaque année, on puisse faire un point et peut-être aussi participer à notre niveau à dégrossir un peu les problèmes qui peuvent arriver et qui peuvent aboutir à un drame. Parce que c'est ça qu'il faut qu'on évite. Et puis, il faut aussi qu'on essaie d'atteindre nos objectifs ensemble. Alors, merci. Monsieur le Président, c'était pour ma question tout à l'heure. Vous me redonnerez la parole pour Monsieur Pointreau. Ouais, ok, merci. Pas de problème. Merci. Effectivement, je crois que beaucoup de solutions passeront par des échanges et un dialogue. Monsieur le directeur général, vous avez la parole avant que je redonne la parole à 6 autres de nos collègues. Merci, Monsieur le Président. Merci à tous pour vos questions qui, je pense, permettent d'aborder et de montrer un certain nombre de difficultés qui sont les nôtres. Monsieur Demilly, alors... Oui, l'OFB est la bête noire d'un certain nombre de syndicats agricoles et parfois une bête noire bien utile pour souder les troupes contre un objectif commun. Donc, c'est pas tout blanc ou tout noir et comme souvent, il faut trouver les justes milieux. Moi, je suis persuadé que l'OFB aujourd'hui est un peu le bouc émissaire d'un certain nombre de choses, de manière assumée par certains syndicats agricoles, alors pas forcément dans les médias, mais pour autant, nous devons nous aussi évoluer. Vous voyez, quand on voit, si je prends des exemples très concrets, quand notre implantation se fait murer à Beauvais et que la raison avancée, c'est les accords du Mercosur, je ne suis pas certain que l'Office français de la biodiversité ait le moindre impact sur les accords du Mercosur. Voilà. Donc... Dans la scénarisation des manifestations, la première semaine, c'était le Mercosur, la deuxième semaine, c'était les irritants, dont l'OFB, la troisième semaine, c'est le revenu. Et donc, lors de cette première semaine, on a eu une dizaine d'implantations ciblées, les revendications étant le Mercosur. Donc, vous voyez que nos agents prennent aussi pour des choses qui dépassent l'OFB et qui relèvent de l'environnement. Ça veut dire aussi qu'il y a des choses derrière qu'on peut reprocher à nos agents. Je n'oppose pas et je ne nie pas ces sujets-là. Ce qui est sûr, c'est que, et là, je voudrais le dire de manière claire et forte, quand j'entends que nos agents sont des écolos bobos parisiens, urbains et qui ne comprennent rien à la vie des territoires, nos inspecteurs de l'environnement sont tous des urbains. Je veux dire, pour tous ceux qui connaissent un peu les inspecteurs de l'environnement, qui sont des techniciens de l'environnement, qui passent leur vie dehors, sur le terrain, qui sont, pour le coup, parmi les derniers fonctionnaires vraiment visibles dans les territoires, en uniforme et donc bien reconnaissables, ce sont des gens qui ne sont pas urbains, vraiment, et donc on peut nous reprocher plein de choses, mais ils sont ancrés dans les territoires, ils connaissent les territoires, ils sont, je veux dire, dans les territoires ruraux, et de mon point de vue, pas du tout hors sol pour ce qui concerne les inspecteurs de l'environnement. Et c'est aussi pour ça qu'une partie d'entre eux sont ciblés, parce que, je veux dire, aujourd'hui, nos agriculteurs, mais aussi un certain nombre d'élus, ce sont les fonctionnaires qu'ils voient sur le terrain dans la vie de tous les jours. Et donc, c'est plus simple de tabler sur les gens qu'on connaît un peu ou qu'on voit, plutôt que sur des gens qu'on ne connaît pas et qui sont dans des bureaux. Voilà. Donc, moi, je n'oppose pas les uns ou les autres. Je pense que
Ces manifestations, elles sont révélatrices d'un mal-être, notamment dans la profession agricole, mais aussi chez des élus, hein, parce que là, on parle beaucoup de l'agriculture en ce moment, mais on voit bien qu'un certain nombre d'élus ont des difficultés sur le traitement des phytos dans leur ville ou dans leur cimetière, de protection de leur captage, d'arrosage des terrains de foot en période de sécheresse, etc. Hein. Donc, je veux dire, le respect de l'environnement et des normes d'environnement ne sont pas simples pour tous ceux qui sont dans les territoires, mais on voit bien qu'aujourd'hui, l'OFB devient aussi le symbole d'un droit qui est compliqué à appliquer, qui est compliqué à comprendre, et il ne faut pas le sous-estimer. Voilà. Après, j'essaye d'être pragmatique et concret. Hein, je veux dire, les histoires d'armement, enfin, je le redis ici, je le dis à tout le monde, l'armement, une arme, c'est pas un truc qu'on cache dans la boîte à gants de sa voiture quand on voit quelqu'un. Je veux dire, moi, je ne sais pas faire dans la vraie vie, de manière objective. Quand vous êtes, si vous voyez un chasseur, alors vous sortez avec votre arme visible. Puis alors là, si vous voyez un agriculteur, il faut cacher l'arme immédiatement ou vous la mettez dans la boîte à gants. C'est juste pas possible. Donc nos agents, ils sont dans les territoires, ils font un certain nombre de contrôles, pour une partie dans le domaine judiciaire, pour partie dans le domaine administratif. Ils sont là pour faire respecter la norme édictée par l'ensemble du système. Ça commence par les parlementaires que vous êtes, hein, c'est vous qui écrivez les lois. Derrière, elles sont déclinées sous forme de règlements, décrets, d'arrêtés, etc. Et puis au niveau local, vous avez aussi un certain nombre d'arrêtés préfectoraux, d'urgence ou pas d'urgence, qui organisent un consensus social dans les territoires. Je veux dire, quand on contrôle des arrêtés sécheresse, c'est pas pour le plaisir de mettre des PV. C'est parce qu'il n'y a pas assez d'eau dans nos territoires qu'on fait un consensus local pour dire comment on va répartir cette eau entre les différents acteurs. Si on ne contrôle pas ceux qui trichent, ben, je veux dire, c'est une mesure d'inéquité sociale pour les autres. Je veux dire, si vous laissez celui qui est à l'amont du bassin de versant capter toute l'eau, eh ben, ceux qui sont à l'aval, et notamment les communes, n'auront plus d'eau. Donc il faut bien que quelqu'un fasse le boulot un peu difficile de répartition de ces usages. Et je le dis souvent, hein, l'OFB ne fait pas de normes, ne fait pas de loi, ne fait pas de droit du tout. Il applique le droit qui est fait par les autres. Et ce n'est pas en tapant sur celui qui contrôle qu'on résout le problème de la loi. Vous voyez, donc oui, il y a des questions, personne ne m'a encore parlé de posture, mais il y a des questions de posture, il y a des questions de façon d'expliquer. Ça, il faut qu'on travaille tous dessus. Il faut qu'on ait du retour d'expérience, il faut qu'on se parle ensemble pour savoir quand ça ne marche pas, pourquoi ça ne marche pas, est-ce que c'est des postures de l'un ou de l'autre, est-ce que c'est une incompréhension sur la règle, parce que ça arrive, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas envie d'appliquer la règle, et là, il faut qu'on s'en parle et puis qu'on fasse des suites, vous voyez, et c'est cet ensemble qu'on doit travailler, et pas envoyer, c'est soit je suis pour l'environnement, soit je suis contre, soit je suis pour l'agriculture, soit je suis contre, parce que c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. Vous êtes plusieurs à l'avoir dit, aujourd'hui, il faut retrouver du consensus social sur ce qu'on veut faire dans nos territoires. Et c'est vrai que si on cède à la facilité d'écouter ceux qui râlent le plus fort, je veux dire, c'est pas comme ça qu'on va avoir un consensus social. Si on cède sur la facilité de taper sur ceux qui contrôlent, ça ne marchera pas non plus. Et donc on a besoin de votre aide à tous pour rappeler ce qu'on veut faire dans les territoires et appliquer ce qu'on a envie de faire dans les territoires. Voilà. En tout cas, moi je ne sais pas faire de cacher l'arme 1 heure dans la journée, de la remontrer 1 heure dans la journée, etc. Et ce dont je suis sûr, c'est qu'aujourd'hui, quand on a un uniforme, qu'on contrôle plein de gens armés, hein, l'OFB est l'établissement qui contrôle le plus de gens armés officiellement. Hein. On a fait 45 000 contrôles de chasseurs l'année dernière, on a fait du contrôle anti-braconnage, du contrôle sur les civils, de trafic d'espèces. Donc ça, c'est des choses, je veux dire, vous ne maîtrisez pas les gens que vous avez trouvés dans les territoires. Évidemment, les élus, les agriculteurs, les particuliers ne sont pas des délinquants en tant que tels, mais à partir du moment où vous ne savez pas qui vous allez rencontrer, je veux dire, il est normal d'être en capacité de répondre. L'arme n'est pas faite pour être utilisée, je le redis chaque fois. L'arme, c'est un sujet de dissuasion. Vous devez associer l'uniforme, l'arme, à l'état de droit. Aujourd'hui, on a fait un recensement, 80 situations de tension assez fortes, donc on est en train de les compiler, de regarder comment on réagit. Il n'y a que 4 fois où l'arme a été sortie. Il y a une seule fois où un agent a tiré, c'était à Mayotte, et c'est parce qu'on avait un agent qui était avec une machette sous la gorge et qui avait sa vie en jeu. Et d'ailleurs, les contrevenants ont été condamnés à 7 et 12 ans de prison ferme. Hein. Donc, je veux dire, ce n'est pas des sujets où c'est théorique, etc. Je rappelle qu'on a une stèle à l'OFB avec 81 agents morts en service
depuis la création des différents établissements. Donc ce n'est pas des sujets qui sont théoriques, je veux dire, on se fait plaisir à avoir une arme pour avoir une arme, c'est parce qu'il y a des situations de danger potentiel, etc. Et encore une fois, ça n'est pas le sujet de l'agriculture, ce n'est pas un sujet de prendre des gens pour des délinquants, c'est un sujet d'équité et d'application de la loi. Voilà. Et donc, quand on fait des programmes organisés, je le répète encore une fois, sur des sujets administratifs, etc., pas de problème pour avoir une arme moins visible. C'est d'ailleurs une préconisation du rapport qu'on est en train de mettre en œuvre. Mais enfin, moi, je suis responsable de la sécurité des agents. Je veux dire, le jour où on dira, parce qu'on a voulu faire bien, on a enlevé une arme et que j'aurai un agent qui se sera fait agresser, qui sera entravé à la mort, je veux dire, qui sera au pénal et qui, enfin, je veux dire, j'aimerais bien voir ceux qui disent qu'il n'y a pas de problème, etc. Qu'est-ce qu'ils diront à ce moment-là? Je pense que ce n'est pas un truc avec lequel on peut jouer aujourd'hui. Voilà. Ensuite, Madame Bonnefoy, enfin, donc, moi j'entends bien que l'arme est un irritant pour l'agriculture. Pour moi, la vraie question qu'il faut se poser, c'est pourquoi un agriculteur, quand il voit débarquer un agent de l'OFB, il a peur. Je veux dire, c'est ça, à mon avis, la vraie question. Parce que le jour où il saura qu'il est en règle, qu'il respecte, etc., je ne pense pas qu'il aura peur de l'OFB. Le vrai sujet, quand on arrive à creuser et travailler au fond et qu'on regarde, mais pourquoi il y a un vrai problème, en fait, c'est le sentiment d'insécurité de l'agriculteur devant le respect de la loi environnementale. Il sait ce qu'il faut faire pour avoir ses primes PAC, il ne sait pas forcément ce qu'il faut faire ou comment il doit faire, ou il sait des fois qu'il ne faut pas faire, mais pour ne pas être à risque vis-à-vis de l'environnement. Et je pense que le jour où on aura des règles claires, assumées, partagées sur ce qu'on doit respecter, ce qu'on risque et ce qu'il faut faire, ça se passera vachement mieux. Et donc c'est ça sur le coup. Enfin, vous voyez, si on veut structurellement trouver des solutions, je ne pense pas que ce soit en se bagarrant sur l'armement, c'est plutôt en réussissant à dire voilà ce qu'on doit faire pour respecter les normes qu'on a choisi de faire. Et si les normes ne vont pas, il faut se poser la question de la norme, il ne faut pas se poser la question de l'armement en tant que tel, me semble-t-il. Et donc, il ne faut pas baisser les ambitions sur le respect de l'environnement. Moi, je dirais même plutôt qu'il faudrait plutôt les augmenter, puisqu'on voit que la biodiversité continue à se casser la figure, on voit que les captages continuent à être de plus en plus pollués, on voit que l'air est de plus en plus pollué. Donc, il faut travailler pour concilier les usages, il faut trouver des moyens de le faire. Et derrière, un point qu'on n'aborde pas beaucoup aujourd'hui et qui, à mon avis, est fondamental, si on demande des efforts aux agriculteurs pour protéger des choses qui ne sont sans lien avec leur production agricole, il faut qu'on trouve un moyen de les rémunérer pour ça. Et aujourd'hui, on ne le fait pas, c'est-à-dire que l'agriculteur est rémunéré pour sa production. Et quand on lui demande des efforts qui ne concernent pas sa production lui-même, je veux dire, ce n'est pas vraiment rémunéré en tant que tel. Ça doit nous faire réfléchir sur les paiements pour services environnementaux, sur l'entretien des territoires. C'est là, pour le coup, de l'argent en plus ou différemment. Je pense que ça, il faut qu'on y réfléchisse, parce que moi, je comprends pleinement les agriculteurs qui essayent de s'en sortir, qui n'ont pas forcément de rémunération suffisante à la fin du mois, et on leur demande des contraintes en plus qui ne sont pas pour eux, mais pour la société, pour l'eau potable et pour les citoyens autres. Et aujourd'hui, c'est un effort perçu pour eux comme étant gratuit. Et ça, c'est, à mon avis, un vrai sujet. Les normes, elles ne sont pas là pour embêter les gens, elles sont là pour nous protéger. Vous êtes plusieurs à l'avoir dit. Ces normes, elles nous protègent collectivement. Si on n'a plus d'eau potable, si on a un air de mauvaise qualité, si on n'a plus de rendement parce qu'on n'a plus de pollinisateurs, je veux dire, c'est un problème pour nous tous. Et pas que pour les agriculteurs ou que pour les écologistes. Voilà. Ensuite, M. Gillet, moi, un des là où on apprend de la crise et des différents échanges qu'on a eus, et je le dis simplement, je pense que nous étions trop renfermés sur nous-mêmes en disant il y a la loi, on applique la loi, donc on a raison. On voit bien aujourd'hui que si on n'est pas capable de l'expliquer dans les territoires avec nos interlocuteurs, ça ne marche pas. Sur les 8 derniers mois, j'ai été très surpris de voir, mais en discutant avec un certain nombre d'entre vous d'ailleurs, et de députés pareils, que vous êtes plein à n'avoir jamais vu ce que font les agents de l'OFB, n'avoir jamais été avec eux dans le territoire. Et donc vous n'entendez que les gens qui râlent, que ce soit des élus ou des agriculteurs. Et je trouve que c'est une difficulté. Nous avons lancé une démarche où on prend des rendez-vous, on propose des sorties, on propose des espèces de vie ma vie. On en a là en ce moment un peu partout. Donc j'ai bien entendu, je vais le redire au service parce que la dernière fois je l'avais déjà dit, oui. On y travaille. Et pour le coup, on a des très bons retours en ce moment de gens qu'on leur fait faire des missions de police parce que, je veux dire, quand on fait une mission de contrôle de chasseurs ou de contrôle dans le territoire, on prend conscience d'ailleurs des enjeux de sécurité et des tensions potentielles.
Et donc, je pense que c'est très bien et ça va nous faire grandir collectivement. Et encore une fois, je pense qu'il faut faire. Je pense qu'il faut aller vers plus de différenciation territoriale. Moi, j'en suis absolument convaincu. C'est important parce que, et moi, ce que je retiens aussi, c'est qu'il faut partir des enjeux. Encore une fois, on ne fait pas du contrôle pour du contrôle. On a des territoires où le partage de l'eau est absolument fondamental. Enfin, les Pyrénées-Orientales, je veux dire, si on ne travaille pas sur le partage de l'eau, je veux dire, c'est la vie locale où il n'y a plus d'eau. Donc, il faut partir des enjeux. Si on prend l'agriculture, je vois bien que les territoires d'élevage n'ont pas du tout les mêmes enjeux que les territoires céréaliers. Des endroits, on a des sujets plutôt avec la prédation avec le loup, des endroits, on a des sujets plutôt avec les phytos. Oui, je vais plus vite. C'est pour vous. Oui. Mais du coup, cette différenciation locale, elle doit se faire. Je crois beaucoup au rôle des préfets pour hiérarchiser les enjeux, pour communiquer sur le consensus social local et puis après pour mettre en place. Voilà. Alors si j'essaie d'aller plus vite, la qualité de la compensation environnementale, c'est un sujet majeur. Moi, je suis persuadé. Il y a un certain nombre d'outils qui sont en train de se mettre en place. Il ne faudra pas les rater. Les sites naturels de compensation, de restauration, de renaturation, les crédits biodiversité, la façon de construire des référentiels, des actions qui marchent. Ça, c'est des choses auxquelles je crois beaucoup et qui permettront d'apporter des solutions positives. Voilà. La conciliation des usages, je l'ai dit. Les enjeux, je l'ai dit. La territorialisation, je l'ai dit. Je pense que j'ai répondu à la majeure partie des choses. Pour M. Guéret, j'ai bien noté une nouvelle fois qu'il faut qu'on fasse des sorties avec vous. On va le faire. Merci. Donc, j'ai encore 8 demandes de parole. Je vais donner la parole à Michael Weber. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Directeur. D'abord, merci pour ces échanges. J'ai eu la chance et le plaisir d'être membre du conseil d'administration de l'AFB puis de l'OFB, premier président de la conférence des aires protégées, donc je connais un petit peu. 12, peut-être 5 points que je voulais rapidement aborder puisque on en avait déjà évoqué. J'ai un peu le sentiment qu'on a oublié en quelque sorte que l'OFB est le fruit de fusion de différents organismes. Vous l'avez dit tout à l'heure dans votre propos. Mais certains ont parfois le sentiment que c'est quelque chose qui a été créé, une agence qui a été créée en quelque sorte, mais qu'on oublie qu'elle réunit en son sein à la fois les parcs nationaux, effectivement l'ancienne ONCFS, le monde de l'eau. Comment est-ce qu'on pourrait rappeler aussi cette histoire-là, en tout cas remettre en avant le fait que c'est le fruit d'une volonté peut-être de simplification pour le coup et aussi d'efficacité que nous poursuivons et qui a peut-être été perdu. La deuxième chose, c'est que dans votre conseil d'administration sont représentées notamment les associations et je sais qu'il est parfois question dans les débats de réduire le poids ou la représentativité de ces associations dans certains organismes. Ça pourrait être le cas chez vous ou dans d'autres organismes. Moi, je suis très sceptique sur cette volonté-là, mais peut-être aussi vous entendre sur la plus-value qu'apporte la présence et la composition, somme toute assez équilibrée, de votre conseil d'administration où sont représentées les associations. Le troisième élément, c'est, on a beaucoup parlé de la progressivité, qui me pose moins un problème. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que finalement, moi j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici, que le droit de l'environnement est considéré comme un droit au rabais? Parce que cette progressivité, enfin tout à l'heure, chers collègues, quand on dit les agents de l'OFB viennent armés au sein d'une réunion publique, moi j'en ai vu beaucoup des réunions publiques où il y a des agents de police ou de gendarmerie qui viennent armés. C'est pas pour autant que je me sentais moi-même menacé. Enfin, il y a une police, c'est la police de l'environnement. Bon, ok, d'accord. Les gens sont armés, on peut le comprendre. Et en fait, ils n'assurent que la mission qui leur a été confiée. Donc, peut-être de ce point de vue-là, le mettre en lien avec ce droit de l'environnement dont j'ai le sentiment qu'il est aujourd'hui vu au rabais. Le quatrième élément, c'est sur l'acceptabilité sociale. Vous avez parlé des efforts que vous faites à l'attention que vous devriez faire, c'est vrai, encore supplémentaires à l'attention des élus. J'en suis tout à fait conscient et d'accord. Les efforts qui sont faits de pédagogie, plutôt auprès du monde de la jeunesse, des plus jeunes. Mais je pense qu'il y a aussi un travail d'acceptabilité à faire, pas simplement avec le monde agricole, mais tout simplement avec nos concitoyens. Cette perte de biodiversité, cette chute de la biodiversité que vous avez décrite tout à l'heure et que nous connaissons toutes et tous, somme toute, laisse quand même une partie de nos concitoyens
je dirais, peut-être insensibles au risque que cela suppose pour notre propre avenir et quel est peut-être l'effort supplémentaire que nous devrions faire à l'attention des gens, tout simplement, pour qu'ils comprennent peut-être mieux les enjeux. Et la dernière chose, c'est la question de l'ambiance sociale au sein de votre organisme, parce qu'on a beaucoup parlé des agressions qui ont été faites. J'ai vu un certain nombre d'articles un peu partout où vous avez en effet été les boucs émissaires. J'imagine qu'il y a quand même un risque, y compris de démobilisation, peut-être de démission, voire même de tension au travail, d'ambiance au travail, d'arrêt maladie, d'absentéisme. Comment est-ce que vous gérez ça et comment est-ce que aussi on peut en quelque sorte vous aider pour que cette ambiance soit la meilleure possible? Merci. Merci. La parole est à Jacques Fernic. Merci, Monsieur le Président. Ce matin, en me rendant dans la cour d'honneur, je me suis retrouvé subitement face à un fusil mitrailleur. Bon, on s'est dit bonjour, je ne me suis pas senti pour autant menacé ou considéré comme un danger potentiel. Et mais il faut le dire, l'habitude d'avoir de la police et des présences de forces de l'ordre pour les visiteurs du Sénat, on est peut-être d'ailleurs, nous sénateurs, parmi nos concitoyens qui croisons beaucoup d'armes à feu au cours de notre journée, rue Bonaparte, au Palais du Luxembourg. Je crois qu'il faut arrêter avec cette crispation irrationnelle sur l'armement. Alors, oui, merci à Jean Bassy dans son propos introductif d'avoir été clair sur notre condamnation donc des dégradations, locaux saccagés, violences, insultes, parce qu'effectivement, ces agents de la police de l'environnement, ils ont besoin, je pense, de sentir qu'ils sont soutenus, qu'il y a une solidarité nationale à l'égard de ce qu'ils subissent et que... Voilà, il faut bien que les auteurs de ces faits soient poursuivis également. Ma question, c'est sur... vous avez parlé des moyens pour la stratégie nationale de la biodiversité. Donc on est en phase budgétaire, même si elle est suspendue au verdict de la représentation nationale ce soir. Il y a nettement moins de crédits qui sont prévus pour accompagner le développement de la stratégie nationale de biodiversité, en gros divisé par 2. Est-ce que, en gros, ça se traduira par un décrochage majeur, difficilement rattrapable au regard de la trajectoire visée, ou est-ce que ce reflux, ce creux, n'est qu'une phase d'effort budgétaire qui ne compromettra pas quand même le maintien à terme de la ligne de la stratégie? Merci. Je vais donner la parole à Christina Pluchet. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Directeur. Alors oui, je vais peut-être... j'ai pas envie de me faire la porte-parole des agriculteurs, mais un petit peu quand même. C'est vrai qu'effectivement, le port de l'arme, c'est quand même effectivement le sujet qui crispe aujourd'hui dans le monde agricole. En tout cas, 9 agriculteurs sur 10 effectivement souhaitent un port de l'arme plus discret. C'est vrai, moi je reste convaincu qu'effectivement c'est assez disproportionné au vu des faits reprochés. Hein, quand on rentre dans une ferme, effectivement, voilà, pour un simple contrôle, le port de l'arme passe pas très bien. Dans le cas effectivement d'un contrôle sur braconnage, si vous voulez, ou suspicion de braconnage, en tout cas, ça semble plus justifié. Voilà. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'avec les gendarmes, parce qu'on travaille aussi beaucoup avec les gendarmes, effectivement, dans le cas de vols sur les fermes ou des choses comme ça, des vols de, comment on appelle ça, de satellites dans les tracteurs, on n'a aucun souci avec les gendarmes parce que la posture et le port de l'arme sont très discrets. Par contre, avec les agents de l'OFB, on a toujours, effectivement, on a une posture qui est complètement différente et qui crispe beaucoup plus. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut vraiment revoir. Et c'est pour ça que la ministre, qui connaît très bien le sujet aussi, qui a entendu un certain nombre d'agriculteurs, préconise, hein, c'est vrai, effectivement, souhaiterait effectivement un cheminement vers un port d'armes beaucoup plus discret. Et d'où ma question, effectivement, comment pensez-vous mettre en application, effectivement, le plus vite possible ce port de l'arme pour décrisper un petit peu les choses? Voilà. Un autre point qui n'est pas dans le rapport, mais moi qui m'a beaucoup choqué, effectivement, c'est l'anonymat des signalements d'infraction. En fait, c'est vrai que vous proposez en fait des signalements anonymes
sur votre plateforme le site de l'IGED, l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable. Et il y a un onglet en fait qui signale une infraction à l'environnement et il propose de garder l'anonymat. En passant ou par téléphone ou par courrier. Mais en octobre dernier, moi j'avais vu sur cette plateforme, effectivement, qu'on pouvait proposer en ligne, effectivement, de déposer une plainte de façon anonyme. Et j'en avais fait part au rapporteur, hein, Jean Bachy, effectivement. Parce que moi, je trouve que dans un état de droit, est-ce que la protection de l'environnement doit nécessairement reposer sur des dénonciations anonymes? Ça peut quand même pousser à des dérives, hein, et presque des règlements de compte. Donc voilà ma question. Est-ce que vous comptez effectivement maintenir cette position ou pas? Et je voulais aussi vous citer l'exemple d'un maire, parce qu'on est ici tous pour aussi défendre les élus locaux. J'ai eu un maire, l'exemple d'un maire il y a peu de temps. Vous savez maintenant... Vous savez tous ici que les cimetières sont des hauts lieux de biodiversité, donc on ne peut plus y mettre des phytosanitaires. Donc les maires qui sont complètement débordés, des maires ruraux, hein, par les mauvaises herbes, et qui se font reprocher effectivement l'état de leur cimetière qui devient déplorable, prennent le rotophile de temps en temps, mettent la main à la pâte et passent le rotophile dans les cimetières. Et j'ai un maire, il y a quelques mois, qui s'est vu convoqué, effectivement, par l'OFB parce qu'il avait malencontreusement coupé une fleur rare sur son cimetière. Et les agents, effectivement, l'ont convoqué et l'ont menacé de 50 000 € d'amende parce qu'il avait malencontreusement, effectivement, coupé une petite fleur rare qu'il ne connaissait pas du tout, hein, sur son cimetière. Donc, voilà. Les problèmes aujourd'hui, il y en a avec les agriculteurs, mais il commence à y en avoir aussi avec les élus locaux. Et ça, je tenais à vous en informer. Merci. Merci. J'ai encore 7 demandes de parole. La parole est à Olivier Jacquin. Merci, Président. Monsieur le directeur, je vous salue. Je veux apporter un témoignage personnel d'agriculteurs, peut-être d'autres agriculteurs qui ne sont pas en guerre contre l'OFB. Et je salue votre travail assez compliqué, puisque la nation vous demande tout et son contraire, et vous êtes en face d'un 2 poids, 2 mesures assez pénible. Je le vois sur la question de l'armement. Ici, on vous demande moins d'armes, et les mêmes, dans d'autres circonstances, demandent plus d'armes. Et c'est un paradoxe pas évident. Les quelques contrôles avec sanctions qu'il y a eu dans mon environnement de la part de l'OFB ont été, en Meurthe-et-Moselle, plutôt bien ressentis parce qu'ils étaient tout à fait légitimes et sont venus condamner des situations excessives. Et je voudrais alerter contre le mouvement en cours contre les normes depuis 1 an. Il peut mettre à mal le contrat entre la société et l'agriculture. Nous avons une agriculture qui a besoin absolument de la société. Elle est très administrée avec des aides PAC nombreuses. Je tiens à dire que dans ce domaine, ce n'est pas le vôtre, des contrôles PAC. On a une administration plutôt bienveillante, avec la possibilité quasiment tout le temps d'avoir quelqu'un au téléphone et d'avoir un conseil personnalisé. Donc je viens contrebalancer certains témoignages. Je crois qu'on a besoin d'une agriculture forte, et une agriculture forte doit protéger son environnement dont elle est le premier bénéficiaire. J'aurais une question très courte qui est un peu dans la veine de celle que vous a posée Michael Weber sur l'ambiance au sein de l'OFB en termes de recrutement et d'attractivité. Est-ce que vous rencontrez des difficultés liées à l'image catastrophique qui circule actuellement au sein dans la société vis-à-vis de l'OFB? Je vous remercie. Merci. La parole est à Simon Hugenat. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Directeur Général. Très rapide, tout d'abord sur le lien avec les territoires, l'appui au territoire à travers vos 270 implantations. Il y a le sujet, vous l'avez évoqué dans votre propos, des liens avec les parlementaires. Et moi, je peux confirmer, en tout cas dans le Morbihan, que les démarches ont bien été entreprises et que nous allons avoir une série de rendez-vous dans les prochaines semaines, y compris sur le terrain, parce que j'y accorde moi aussi beaucoup d'importance. Mais au-delà des parlementaires, il y a tout ce tissu des élus locaux. Et alors évidemment c'est compliqué parce que ça nécessite du temps à Jean,
mais quel est votre plan d'action en la matière? Parce que les élus locaux, au-delà des problématiques qui peuvent être soulevées par les collègues, sont les intermédiaires du quotidien, avec en particulier le monde agricole, et sont en capacité de pouvoir aussi expliquer parfois les paradoxes ou les contradictions, pour reprendre les propos de notre collègue Olivier Jacquin, des missions que vous devez assumer. Donc, est-ce qu'il y a des actions précises sur ce sujet? Deuxième question sur l'expertise cynégétique. Là aussi, dans nos départements, nous sommes confrontés à de nombreux défis en la matière. Il y a beaucoup d'interrogations, ça a été rappelé dans le rapport de notre collègue, sur le temps que vous pouvez en effet y consacrer, sur la technicité que vous pouvez déployer en la matière. Donc, est-ce que vous disposez d'indicateurs sur le sujet? Puis, dernière question sur le financement de l'OFB. Là aussi, on a été sollicités les uns les autres à plusieurs reprises dans la perspective de l'examen du projet de loi de finances pour 2025. Donc, avec toutes les incertitudes que nous connaissons, 2/3 aujourd'hui de vos financements proviennent des agences de l'eau, qui sont elles-mêmes soumises à de très nombreuses contraintes. Donc, est-ce que, à la fois sur la partie ressources financières dont vous avez parlé tout à l'heure et ressources humaines, y a-t-il des points d'attention, de vigilance particulière pour les mois et les années qui viennent? Je vous remercie. Merci. Donc, je vais redonner la parole à Daniel Guéret pour qu'il pose la question de Rémy Pointreau. Merci. Parce que le directeur général ne pourra pas répondre. Merci, Monsieur le Président. Rémy Pointreau souhaite vous interroger, Monsieur le directeur général, sur la loi dite engrillagement. Cette loi constitue une avancée essentielle pour la préservation de la biodiversité et la régulation des clôtures dans les espaces naturels. Cependant, malgré cette validation, il semble que de nombreux propriétaires continuent de poser des clôtures non conformes. Les signalements effectués par les louvetiers sont fréquents, mais leur suivi laisse à désirer. Les agents verbalisateurs de l'Office français de la biodiversité, bien que compétents, apparaissent en nombre insuffisant pour faire respecter la loi efficacement. Par ailleurs, on observe une tendance à invoquer des circonstances atténuantes, souvent injustifiées, limitant ainsi l'impact dissuasif des sanctions. Monsieur le directeur, quelles actions l'OFB entend-il mettre en œuvre pour intensifier l'application de cette loi et pouvez-vous renforcer les moyens humains dédiés au contrôle et à la verbalisation? Merci. Merci. Je vais donner la parole à Gilbert-Luc Devinaz. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le directeur, plusieurs de vos agents ont subi des actes de malveillance, voire plus loin. Je présume que ces actes ont fait l'objet de dépôts de plainte. Quelle suite a été donnée? J'avoue que moi, si en tant qu'élu local, en quittant une réunion de sécurité, on m'avait dévissé ma roue, je souhaiterais que l'affaire ne soit pas classée sans suite. Mais là n'est pas l'objet. Je voudrais rappeler que nous sommes plusieurs à siéger au conseil d'administration de l'OFB. Moi, j'y siège en tant que suppléant. J'ai assisté au dernier conseil d'administration en visio, ce qui permet d'ailleurs d'être là plus souvent. Simplement, je vais formuler un vœu ou un souhait. Nous sommes plusieurs au Sénat y siéger. Il me semble, Monsieur le Président de cette commission, qu'il serait peut-être bien de pouvoir nous réunir de façon qu'on ait un échange entre nous et qu'on puisse être porteur au sein de ce conseil d'administration de l'esprit et de la forme et du fond qu'a exprimé aujourd'hui notre rapporteur Jean Bazy. Merci. La parole est à Denise Saint-Pé. Merci, Président. Monsieur le Directeur Général, je n'aurai pas de questions particulières parce que tous mes collègues sur toutes les tables ont posé déjà toutes les questions auxquelles j'adhère. Simplement, moi je vous dirais félicitations, vous êtes un homme courageux. Je veux vous le dire, un homme courageux, et c'est bien. Alors d'abord, premier point, je déplore un peu, et ça n'est pas votre faute, c'est certainement notre faute à nous, les parlementaires, je déplore un peu le titre
de votre structure, qui ne s'appelle que Office public de la diversité. Et il manque dans ce titre, me semble-t-il, la dimension que chacun a exprimée, c'est-à-dire la dimension vie des territoires. Et ça a été dit par les uns et par les autres. Donc déjà, je trouve que le titre de la structure, c'est très restrictif et d'entrée, ça suscite des oppositions. Vous n'êtes là que pour la biodiversité, alors que vous n'êtes pas là que pour la biodiversité. Et puis, très simplement, moi je reste persuadée qu'il faut que votre autorité, l'autorité de votre structure monte en puissance. Donc, je ne sais pas dire s'il faut l'arme, pas l'arme, l'arme en réunion ou pas, parce que cette autorité ne pourra être assise définitivement que s'il y a l'acceptabilité, alors chantier sur lequel il me semble, vous avez encore, et vous êtes là pour nous écouter, vous avez encore des pas à franchir, des progrès à faire. Et cette acceptabilité, nous, les parlementaires, qui que nous soyons, nous sommes là pour vous aider. Il faut l'acceptabilité du monde agricole. À mon avis, ce n'est pas simplement les chambres d'agriculture, il y a d'autres participants du monde agricole. C'est le monde de la chasse aussi qui doit davantage, on doit travailler, vous devez travailler davantage cette acceptabilité. Et puis bien sûr, ça a été dit par tous mes collègues, c'est le monde des élus, que ce soit les parlementaires ou les élus locaux. Et là, certainement, on a chacun et chacune d'entre nous des idées à vous formuler, et c'est-à-dire à travailler avec vous pour cette acceptabilité, pour que parallèlement, il y ait cette autorité reconnue de l'OFB. Merci de m'avoir écouté. Merci. Merci pour la proposition. Le titre de l'OFB avait fait l'objet de nombreuses discussions lorsqu'on a évoqué le sujet. Effectivement, ça peut être une ouverture. Je vais donner la parole à Cédric Chevalier. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général. Simplement, à l'écoute et à la lecture du rapport, je pense que le vrai sujet, il a été déjà évoqué sur le fait qu'il y ait une incompréhension entre un certain nombre d'acteurs et l'Office, et donc la nécessité de continuer à communiquer ou en tout cas à échanger pour que les uns et les autres puissent se connaître me paraît évident. Même si ça a été entamé dans certains départements, dans le mien, celui de la Marne, à ce stade, je ne peux pas vous dire à quoi ressemble l'OFB. Je voudrais aussi, dans le symbole que ça représente, on a parlé tout à l'heure des normes, on a l'impression aussi que c'est un organisme qui est un peu indépendant, qui fait un peu ce qu'il veut, comme beaucoup d'agences aujourd'hui dans ce pays, ce qui peut créer parfois des problématiques. Moi, je voudrais revenir sur ce qu'a dit sur ma collègue sur le signalement anonyme, parce que je pourrais même vous donner un exemple encore pire que ça sur la Marne, où certaines choses sont laissées faire en échange d'informations. Donc c'est là où parfois l'incompréhension entre l'autorité que ça représente et le reste. Pour la peur, vous parliez de peur tout à l'heure et mes collègues ont fait référence à l'armée, mais si vous avez eu un jour un contrôle fiscal et que vous dites tout va bien et qu'il y a toujours une appréhension par rapport à la loi parce qu'on peut faire un certain nombre d'erreurs, si en plus cette personne rentre avec une arme, je suis sûr que la peur, je vous invite à ça, c'est quand même assez compliqué. Moi, je voudrais simplement vous poser une question. On a entendu sur le fait qu'un certain nombre de vos agents que vous protégez, je l'entends. Moi, je voudrais plutôt parler sur la sanction des agents au travers de leur comportement. Je voudrais savoir si aujourd'hui, combien de plaintes contre les agissements, parce que quand on est dépositaire de l'autorité, on a une responsabilité, on a aussi une notion d'exemplarité. Et moi, je voudrais savoir si, à ce stade, il y a eu de nombreuses plaintes ou il y a eu des plaintes concernant l'agissement des agents, et si oui, quelle suite a été donnée en matière disciplinaire. Je vous remercie. Merci. Je vais donner la parole à Jean-Pierre Corbizet. Oui, merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur. Ben, ça tombe bien parce que vous parlez des impôts. Il y a 2 ans, à quelques jours près, bon, mon collègue Stéphane Demy n'est plus là, mais 2 contrôleurs des impôts d'Arras sont allés contrôler dans une commune à la limite de la Somme, une espèce de brocanteur, jardinier, petit agriculteur. Et puis ça s'est très mal passé. Ces 2 agents se sont retrouvés ligotés sur une chaise. Le contrôleur a été assassiné sous les yeux de sa collègue femme enceinte. Et donc à un moment donné, vous comprenez que on ne sait jamais qui on a en face de soi. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, quand on a l'esprit tranquille, eh ben même quand on se fait contrôler par la police, je ne vois pas pourquoi on se sentirait inquiet.
Donc, armes ou pas armes, la question n'est pas là. D'ailleurs, je rappelle que les agents de l'Office national des forêts sont armés. Les gardes-chasse sont armés. Le problème de la police municipale, armée ou pas armée, c'est de la responsabilité du maire. Il prend ses responsabilités, de les armer ou pas. Par contre, je défie quand même un maire d'envoyer la nuit dans un quartier difficile, ces policiers municipaux, parce que vous savez très bien que les jeunes arrivent à voir la différence, même si entre l'uniforme d'un policier municipal et d'un policier national sont quasiment identiques, à peu de choses près, l'arme sur la hanche, elle est quand même visible. Et donc moi, je reviens à vos agents, monsieur le directeur, parce que j'habite en plein milieu d'une écluse. Donc j'ai un beau paysage, j'ai un moulin d'un côté, j'ai le canal de la Scarpe de l'autre. Donc j'arrive à me détendre dans ces moments bien compliqués aujourd'hui. Et à un moment donné, je vois un signe mort dans ce canal. Donc j'appelle la préfecture, on m'a dit, appelez l'OFB. Votre agent est venu non armé. Parce qu'effectivement, j'ai dit quand même, j'ai attendu des coups de feu et lui craignait plus peut-être un problème de grippe aviaire et donc il est venu. Et comme par hasard, la veille, je faisais contrôler ma station d'épuration autonome puisque je n'ai pas de tout à l'égout, je n'ai pas d'assainissement. Et le technicien qui conduisait ma station me dit, je suis débordé par les demandes de branchement de puits pour les agriculteurs non déclarés. Quand même, il dit, bah oui, ils veulent tous faire de l'arrosage non déclaré. Donc, je suis débordé par les demandes de mettre des forages anonymes, même si ça coûte quand même plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et donc, je dis à l'agent de l'OFB, mais qu'est-ce que vous attendez pour contrôler ces entreprises qui sont, semble-t-il, autorisées à faire des forages et qui font des forages illégaux? On ne peut pas, ce n'est pas de notre compétence. Or, vous avez quand même la compétence eau à un moment donné. Alors, comment à un moment donné, il y a moyen d'aller faire des contrôles sur le terrain? Parce que par chez moi, l'eau, elle n'est pas toujours de bonne qualité. Elle est polluée ou par les anciennes industries chimiques ou parfois par la poudre à canon de 14-18. Et donc, à un moment donné, comment vous faites pour aller contrôler ces forages qui sont parfois en plein champ, qu'on ne voit pas, et que lorsque le préfet prend des arrêtés pour ne plus arroser les champs, bah, eux continuent à le faire. Est-ce que ça dépend des impôts? Est-ce que vous avez des opérations communes? Parce que quand même, là aussi, l'eau, c'est un bien commun. Je vous remercie. Merci. La parole est à Philippe Tabarot. Merci, Président. Deux petits mots pour une nouvelle fois féliciter Jean pour son travail et ce rapport. Je sais qu'il y a consacré beaucoup d'énergie et le travail est vraiment de qualité. On a eu l'occasion déjà de le dire quand il l'a présenté devant nous, mais je souhaitais le redire encore, comme vous l'avez fait dans votre propos introductif, Monsieur le Président. Moi, j'ai simplement une question concernant le loup. Monsieur le Directeur Général, on fait quoi avec le loup? Dernière attaque en date dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est la région, on en parlait à l'instant avec Jean-Yves Roux, qui a probablement 2/3 du millier de loups, mais très probablement beaucoup plus dans notre pays aujourd'hui. Dernière attaque en date a soulevé un émoi important dans la vallée de la Roya avec une ponette qui a été dévorée alors qu'elle était pleine. Je sais qu'il y a de l'actualité sur ce sujet. Je crois qu'hier, il a été décidé et approuvé à travers la convention de Berne qui fait foi en la matière de pouvoir modifier un certain nombre de choses et notamment de passer d'espèces strictement protégées à espèces protégées. Est-ce que concrètement ça va faire évoluer les choses? J'ai entendu le discours du toujours Premier ministre au sommet de l'élevage qui a parlé de possibilités et de capacité d'augmenter les prélèvements de loups. Tout simplement, je voudrais rappeler, mais ça j'imagine que vous le savez, tous les collègues en sont conscients quand ils sont frappés dans leur territoire, que l'espèce n'est plus menacée, mais c'est au contraire elle qui menace. Merci. J'espère que vous allez avoir le temps de répondre à l'ensemble des questions. Vous avez un petit quart d'heure. Merci, Monsieur le Président. Et merci encore une fois pour l'ensemble de vos questions. Je vais en regrouper plusieurs pour essayer d'être le plus efficace possible. Alors, d'abord, Monsieur Weber, merci pour vos propos. Effectivement, l'OFB, c'est la rationalisation d'un certain nombre d'opérateurs dans les territoires avec des missions, tout ce qui a été demandé à l'OFB par rapport à ce qui a été demandé aux anciens établissements, des missions beaucoup plus larges
mais pas avec beaucoup plus de bonhommes. Hein. Donc ça nous oblige à faire un certain nombre de choix, de priorisation, d'orientation, qui ne sont pas toujours simples. Notre axe aujourd'hui, c'est bien de travailler sur les enjeux des territoires. Donc il y a des endroits où il y a des problèmes d'eau, on travaille plus sur l'eau. Il y a des endroits où il y a des problèmes sanitaires, on travaille plus sur les problèmes sanitaires. Des endroits où il y a des problèmes de prédation, et on passe beaucoup de temps sur la prédation, j'y reviendrai notamment sur le loup. Ça nous a conduit à faire moins de contrôle sur la chasse. D'ailleurs, c'est écrit dans le rapport du sénateur Bassy. Il y a un peu de nostalgie d'un certain nombre d'organisations de chasse sur ce sujet-là. C'est aussi quelque chose où, en fonction des agents qu'on a, on regarde les enjeux du territoire et on essaye de s'adapter au mieux. Et c'est des choses dont il faut parler aussi localement. Et en tout cas, ça fait partie des sujets de discussion. Sur notre conseil d'administration, j'en ai pas beaucoup parlé encore. Là, dans le rapport aussi, c'est écrit de manière assez claire. Notre conseil d'administration est un peu complexe. C'est un comité des parties prenantes. Il y a tous les acteurs, donc il fait 43 membres, notre conseil d'administration. Entre parenthèses, il est très ancré dans les territoires aussi, puisqu'on a 2 députés, 2 sénateurs titulaires, 2 députés, 2 sénateurs suppléants. On a des représentants des maires, des conseils départementaux, des régions. On a des représentants des parties prenantes et notamment rurales. Et on a des représentants des associations, des ONG, des chasseurs, des pêcheurs. Et donc, c'est un espèce de parlement de la biodiversité qui permet aussi, M. De Vinaz était au dernier CA, où on voit bien s'exprimer aussi les tensions dans les territoires, les questions qui se posent, et ça nous permet aussi de travailler sur ces sujets-là. J'en profite tout de suite pour répondre à une des questions de M. De Vinaz. Vous avez en la personne du sénateur Burgoa quelqu'un qui porte haut et fort la voix du Sénat, qui est très présent, qui travaille beaucoup, et je ne doute pas que M. De Vinaz, qui vient d'arriver dans notre CA, puisqu'il vient d'être nommé, participera aussi. On a besoin au CA de la parole des parlementaires, absolument sans aucune ambiguïté. Voilà. Après, le droit à l'environnement est-il un droit au rabais? Alors, j'ai essayé de le dire tout à l'heure, je peux le redire avec d'autres mots. C'est un droit en devenir, et encore une fois, c'est un droit qui n'est pas complètement rentré dans la morale collective. Ça me permet de répondre en même temps à une question que j'ai entendue ensuite, la question des signalements. C'est vrai que nous intervenons beaucoup avec un certain nombre de signalements, alors qu'ils soient anonymes ou pas anonymes. Aujourd'hui, nous ne pouvons que constater qu'on considère comme un problème, beaucoup considèrent comme des problèmes des signalements sur des infractions environnementales. Et ça montre aussi que ce droit n'est pas complètement rentré dans la morale collective. Quand vous êtes tout un chacun, vous voyez une infraction, je veux dire, dans la rue, avec une agression de quelqu'un, le fait de ne rien faire vous sera reproché parce que laisser des gens faire des agressions sautes est un problème dans la morale collective. Par contre, voir un délit environnemental est considéré comme un problème si on le dénonce. Pour moi, dans les 2 cas, vous voyez, vous avez un non-respect du droit. La question qu'il faut qu'on se pose, c'est est-ce que ces signalements sont réels ou pas? Et aujourd'hui, dans tout ce qui nous remonte, ce n'est pas des problèmes de sursignalement ou de dénonciation alors que les faits ne sont pas commis. Aujourd'hui, la vraie question, c'est pourquoi nous n'arrivons pas collectivement à baisser les pressions sur l'environnement et à respecter les règles que nous avons choisies dans ces territoires. Et en tout cas, aujourd'hui, nous devons faire réussir collectivement à travailler sur pourquoi nous n'arrivons pas à respecter les règles que vous avez, vous, en partie choisies et qui sont déclinées dans les territoires. Encore une fois, la perte de la biodiversité, elle est réelle aujourd'hui, et l'impact sur nos modes de vie est réel. Le changement climatique, ce n'est pas un sujet théorique. Et les conséquences en termes de... vous avez peut-être oublié la sécheresse en 2023, les inondations cet hiver. On peut avoir 15 cm de neige le mercredi et 21 degrés le dimanche, de la même semaine au même endroit. Il se passe des choses sur nos territoires et les impacts sur nos modes de vie seront réels. Vous êtes plusieurs à avoir posé la question de l'ambiance au sein de l'OFB. Moi, je voudrais vous dire en toute simplicité
qu'objectivement, c'est très dur. C'est très dur pour nos agents parce que j'ai ici, pour ceux que ça intéresse, la petite collection des insultes en tout genre que nous recevons depuis maintenant 6 mois. On a une 50aine d'implantations qui ont reçu du lisier, des pneus, du fumier, des déchets divers et variés, des banderoles insultantes. Je ne vais pas vous dire les insultes parce que dans cette belle assemblée, je m'en voudrais dire mot déplacé, mais je veux dire, nos agents se font insulter de manière explicite avec des banderoles, des fois des accusations ciblées, personnelles. Et donc pour nos agents qui ne font que respecter la loi, essayer de faire expliquer et appliquer la loi, se retrouver accusés parce qu'ils tâchent de faire appliquer la loi qui a été choisie, bah oui, c'est dur. Il y a de l'inquiétude, et notamment, on a passé un cap dans le niveau d'inquiétude la semaine dernière, quand on a, enfin oui, dans les 15 derniers jours, quand on a un autre agent qui a un attentat sur sa voiture, parce que je veux dire, c'est quand même un attentat, le fait de démonter les pneus et d'espérer que le gars se mette en l'air derrière quand il reprend sa voiture. Quand on a des bâtiments qui sont fracturés, des procédures judiciaires qui sont volées, bah, je veux dire, on voit qu'on n'est plus complètement dans un état de droit. Et donc oui, il y a de l'inquiétude. Voilà. Moi, je salue l'action des services de l'État depuis, qui ont rappelé des consignes très strictes pour protéger les agents et les bâtiments. Depuis, nous n'avons pas eu de débordement autre que des dépôts de déchets devant, qui est très problématique, mais qui n'est pas du même niveau. Et donc oui, l'ambiance, elle est difficile et inquiète sur le devenir, encore une fois, juste pour appliquer la loi. Donc on travaille beaucoup pour partager les inquiétudes, apporter des réponses, expliquer, sortir par le haut, mais c'est difficile pour nos agents. Vous m'avez posé des questions sur le budget. Bon, pas besoin de faire un grand dessin sur la situation budgétaire du pays. On voit bien qu'il faut faire des efforts à tous les niveaux. L'Office français de la biodiversité, je pense, prend une part importante pour faire des efforts. Dans le projet de budget qui est sur la table aujourd'hui et dont vous allez discuter la semaine prochaine, je veux dire, on a devrait regarder la semaine prochaine. On a aujourd'hui un effort, une dotation de l'État qui va baisser de 28 millions d'euros. 28 millions d'euros. Voilà. Donc, alors c'est un peu compliqué à lire parce que la subvention pour charge de service public augmente de 15 millions d'euros, mais les dotations du programme 113 sous forme de subvention baissent et en tout, ça fait moins 28 millions d'euros. Donc, les conséquences ne sont pas une remise en cause des objectifs de la stratégie nationale de biodiversité des actions. On va faire des efforts. La montée en puissance sera moins importante que ce que nous avions prévu en adoptant la stratégie nationale de biodiversité. C'est sûr que si on continue à baisser, mais ça remet en cause ce que j'ai dit tout à l'heure. Si on veut faire moins de répression et plus d'accompagnement, il faut garder un peu d'argent pour l'accompagnement. Si on veut faire plus de pédagogie, il faut garder des effectifs. Et donc, c'est ça les questions que vous aurez probablement peut-être à débattre sur le bon niveau d'équilibre qu'on veut avoir entre police répressive, accompagnement financier des transitions, accompagnement pédagogique. Voilà. Les agences de l'eau, vous vous souvenez, vous savez, le financement de l'OFB, il y a deux grandes parts. Il y a un financement par les agences de l'eau. Le législateur a choisi d'utiliser les agences de l'eau comme percepteur unique des redevances. Les agences de l'eau perçoivent la redevance chasse des chasseurs. Et après le revers, c'est quand même plus de 40-45 millions d'euros qui étaient avant perçus par l'ONCFS, qui sont perçus par les agences de l'eau. Les agences de l'eau perçoivent la redevance phyto, qui n'est pas une redevance que eau. Et l'OFB est aussi a le rôle des agences de l'eau pour l'outre-mer. Et donc, on va avoir 55 millions d'euros qui viennent des agences de l'eau, spécifiquement pour le rôle d'agence de l'eau outre-mer. Et donc, ce n'est pas juste l'eau qui paye la biodive. Il faut bien se souvenir de tout ça. Et donc, on a une partie agence de l'eau et une partie programme 113 à côté. Voilà. Madame Pluchet, j'ai bien entendu... Enfin bon, je ne refais pas le couplet sur l'armement. Nous, on travaille et on essaye de faire en sorte que cet armement la visibilité de l'armement soit proportionnée. Comme l'a dit M. Corbizet, je veux dire, on ne peut pas jouer avec la sécurité des agents, on ne peut pas faire de dogmatisme sur le sujet. Il faut travailler sur cette visibilité. On travaille résolument sur le port d'armes discret quand il faut. Quand on est dans les territoires et qu'on ne sait pas qui on va avoir,
oui, c'est normal d'avoir un armement et moi, je ne peux pas le remettre en cause. Je pense que c'est important. Et encore une fois, le sujet pour moi n'est pas l'armement et pourquoi les gens se sentent en insécurité quand ils voient des agents. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler si on veut trouver des solutions. Sur les signalements, là aussi, il faut qu'on se dise les choses simplement. Si on veut moins de contrôle administratif et qu'on ne veut plus répondre aux signalements, il faut se poser la question de comment on applique l'état de droit. Est-ce qu'on laisse une forme d'impunité à ceux qui ne respectent pas la réglementation? C'est un choix collectif qu'on doit faire collectivement. Nous, on agit sous l'autorité du procureur dans le domaine judiciaire, sous l'autorité du préfet dans le domaine administratif. Vous avez des missions interservices de l'eau et de la nature pour organiser les contrôles à l'amont. Vous avez des comités opérationnels de lutte contre la délinquance environnementale pilotés par les procureurs sur la façon dont on organise et donne suite au contrôle. Quand on intervient en judiciaire, on est soit sur des signalements, soit transmis par le procureur. Et je trouve qu'il est normal d'appliquer l'état de droit. Et ça, je veux dire, on fera ce que nous dirons de faire les procureurs dans le cadre des politiques de prévention et de répression qui sont pilotées pour une part par le préfet, pour une part par le procureur. Et c'est aussi ça l'état de droit. Et donc, il faut qu'on se le dise simplement. Et il n'y a pas de dogmatisme, il n'y a pas de militantisme ou quoi que ce soit. Je veux dire, c'est l'application du droit. Madame Pluchet, moi je suis très preneur, mais je viendrai vous voir après. Je veux savoir votre cas particulier sur le maire qui coupe une fleur rare dans un cimetière et qui voit un agent de l'OFB. Vous savez qu'en moyenne, on a 14 agents par département à l'OFB. Moi, je suis curieux de voir comment l'agent de l'OFB a su qu'il y avait une fleur qui a été coupée dans un cimetière. Vous voyez, du coup... Non, mais très bien. Vous voyez, donc ce n'est pas une surpression de contrôle de la part des agents de l'OFB, pour le coup. Et ça pose des questions de comment on organise dans les territoires l'entretien de nos terrains. Mais je suis preneur du cas particulier. Comme ça, je veux dire, c'est aussi comme ça qu'on fait des retours d'expérience et qu'on voit comment on avance. J'ai répondu sur l'un. La loi engrillagement, la question du sénateur Guéret pour M. Pointreau. Cette loi engrillagement, qui avait été portée par le sénateur Cardot avec force, a posé un certain nombre de questions. Aujourd'hui, on voit qu'on a besoin de cette loi si on veut éviter un coupage en morceaux de nos territoires ruraux et si on veut éviter d'avoir des couloirs d'engrillagement le long de toutes nos routes et de toutes nos parcelles. Donc je pense que cette loi, elle est absolument nécessaire. Elle pose un certain nombre de questions, difficultés. Il y a 9 dérogations possibles qui ne sont pas complètement claires sur la manière de l'interpréter. L'enjeu pour l'Office français de la biodiversité, c'est de mettre en œuvre cette loi. Alors là, j'ai entendu que vous trouvez qu'il n'y avait pas assez de contrôle et pas assez de gens sur le terrain pour corriger du laxisme de la part des gens de l'OFB. On fait en sorte d'essayer aujourd'hui, de manière prioritaire, chaque fois qu'il y a des travaux nouveaux d'engrillagement, de vérifier qu'on respecte bien l'esprit de la loi, parce que l'enjeu majeur, c'est d'éviter de continuer à couper le territoire en morceaux avant d'aller regarder comment il faut enlever d'autres engrillagements. On a proposé avec les services de l'État un guide sur l'engrillagement, parce que comme pour l'agriculture, comme partout, cette loi qui est un peu complexe, il faut comprendre quels sont les objectifs, quelles sont les règles, quelles sont les dérogations, le partager largement, de façon derrière à pouvoir la mettre en œuvre en bonne et due forme. Et aujourd'hui, ce guide, il est prêt. Il a été partagé notamment pour la région centre, puisque en Sologne, c'était un vrai sujet, cette question d'engrillagement. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut le mettre en œuvre progressivement, mais de manière volontariste. Et nos territoires en ont besoin. Là. Après, l'acceptabilité, il faut évidemment travailler, j'en ai pas mal parlé. Monsieur Chevalier, vous avez dit, on reproche à l'organisme d'être indépendant et de faire ce qu'il veut. Moi, honnêtement, je ne suis pas du tout d'accord avec ce sujet. Je vous rappelle que l'Office français de la biodiversité, d'abord le préfet délégué territorial de l'OFB pour la police administrative. L'OFB est là pour
dans le cadre des MISEN, les missions interservices de l'eau, c'est bien le préfet qui doit hiérarchiser les enjeux du territoire avec ses services, qui doit élaborer la politique de contrôle administratif dans l'ensemble du département, qui doit faire sa stratégie de contrôle, communiquer sur ces stratégies de contrôle, et après nos agents, ils mettent en œuvre ces stratégies dans le territoire. On a un certain nombre d'endroits où il y a des difficultés d'application, mais c'est aussi souvent là où on n'a pas communiqué sur ces stratégies de contrôle. Et dans ce cas-là, des fois, c'est peut-être un peu facile aussi de dire que c'est les agents qui s'auto-allument sur le respect de la loi qui, par ailleurs, a été mis en place. En tout cas, je suis persuadé qu'on doit travailler sur la communication de la politique de contrôle pour que les règles soient claires dans les territoires, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur ce qu'on attend dans les territoires. Et on est en train de créer des missions interservices de l'agriculture pour le contrôle unique. L'OFB, évidemment, fera partie de ces MISA et on coordonnera les contrôles uniques dans ce cadre-là. C'est juste une évidence. Et pour l'aval, c'est encore une fois le comité opérationnel de la lutte contre la délinquance environnementale. C'est piloté par les procureurs avec les préfets. C'est les suites données au contrôle. Ce n'est pas l'OFB. Et l'OFB ne choisit pas les suites données. C'est bien le procureur qui donne les suites données. Et tout ça dans le cadre du dialogue territorial. Donc aujourd'hui, on est là pour appliquer les règles que d'autres choisissent et pour les mettre en œuvre, pas pour décider tout seul dans son coin. Et ça renvoie toujours sur la manière de communiquer, de le partager, ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà. Monsieur Corbizet, sur les forages anonymes, c'est un vrai sujet. Alors, ce n'est pas un sujet que pour l'OFB, c'est un sujet pour l'administration d'une manière générale. Ceux qui sont en première ligne sur ces autorisations, c'est plutôt les directions départementales des territoires. C'est vrai qu'on est, comme toujours, sur un équilibre à trouver entre pas trop d'administration, parce qu'on veut éviter des autorisations trop nombreuses, on veut plus de déclarations, on veut des systèmes le plus simples possible, mais avec des effets déviants qui est que certains trouvent les portes qui permettent de ne rien dire et de ne pas appliquer l'esprit de la loi. Et aujourd'hui, on a des territoires où l'ensemble de ces forages individuels posent de vrais problèmes de partage de la ressource. Et il faut évidemment faire hyper attention à ce que ceux qui ne respectent pas l'esprit de la loi ne posent pas de problème à ceux qui le respectent. Et c'est quand même un peu dommage quand ceux qui essayent d'appliquer la loi se retrouvent pénalisés par ceux qui ne le respectent pas. Et là, je veux dire, ça doit nous interroger collectivement. Là où il y a des tensions, comment on fait pour apporter des réponses satisfaisantes, ce qu'on n'a pas forcément encore aujourd'hui. Voilà. Un tout petit mot sur le loup, mais là on pourrait y passer beaucoup de temps. Et puis je reviendrai d'ailleurs pour parler sur le loup plus tard. La Convention de Berne hier a validé le déclassement du loup de strictement protégé à protégé. Alors, en tant que tel, ça ne change pas grand-chose pour nous tout de suite parce qu'il faut que l'Union européenne valide l'évolution de l'annexe de la directive Habitat Faune Flore, ce qui, je pense, sera fait puisque l'Union européenne était demandeur de ce déclassement du loup. Il y a plusieurs choses sur lesquelles il faudra que collectivement on fasse très attention. Un point qui maintenant a été résolu, c'est qu'il fallait bien que les aides, notamment les aides PAC, puissent continuer à protéger les éleveurs, parce que je vous rappelle que les éleveurs sont protégés dans la mesure de prévention, parce que le loup est une espèce strictement protégée. Il aurait quand même été problématique qu'on ne puisse plus aider les agriculteurs à la protection si le loup n'était plus une espèce protégée. Je comprends que ça va marcher. Et derrière, comme ça restera une espèce protégée, il faudra confirmer que le loup reste en bon état de conservation, donc ça autorisera une gestion plus souple, notamment de gestion de population, mais ça ne permettra pas l'éradication du loup des territoires. Et donc, il y aura toujours des quotas, des mesures de prélèvement et d'organisation dans les territoires, mais il sera plus souple. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir construire et qui va se faire dans la durée. Je rappelle encore une fois que l'OFB n'est ni pour ni contre le loup. L'OFB est là pour accompagner la conciliation des usages. C'est nous qui faisons les constats sur les loups. Donc, j'ai des agents qui sont en contact direct avec les éleveurs à des moments où ils sont en situation de stress. Et donc, nos agents vivent pleinement la détresse des agriculteurs sur ce sujet-là. Et ce n'est pas nous qui décidons de ce qu'il faut faire ou pas. Et donc, c'est des moments, chaque fois de tension, on essaie de concilier les usages, trouver des solutions et pas d'opposer, encore une fois, les gens les uns et les autres. Merci, Monsieur le Président. Bien. Je vous remercie. Oui, Martha. Oui.
Oui, merci Président. Merci Monsieur le Directeur Général pour toutes les réponses que vous avez données, mais il y a une question à laquelle vous n'avez pas répondu et moi j'aimerais vous entendre, c'est sur les signalements anonymes qui vous a été posé. Donc quelle est votre position là-dessus? Parce que malgré tout, cela pose une question, je n'ai pas entendu en fait. Excusez-moi, est-ce que vous pourrez... Enfin, je pense avoir répondu. Je veux dire, aujourd'hui... Non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille dans le domaine judiciaire sous l'autorité des procureurs. Il y a des comités opérationnels de lutte contre la délinquance environnementale dans chacun des départements. Le jour où les procureurs nous diront de ne pas donner suite au signalement, qu'il soit anonyme ou pas anonyme, on le fera. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et donc, on est dans un état de droit. Et donc, quand le procureur nous demande d'aller vérifier la réalité ou non d'une infraction, on y va. Et quand on fait des auditions, c'est pour vérifier aussi dans le cadre d'un contradictoire à charge et à décharge, est-ce qu'il y a vraiment infraction, est-ce qu'il y a des éléments qui permettent soit de faire porter le droit à l'erreur, soit d'aller vers des sanctions. Et le rôle de ce contradictoire, c'est juste l'état de droit. Et donc, nous inscrivons dans cette dynamique-là. Permettez-moi d'insister là-dessus. Ce n'est pas tout à fait le sens, me semble-t-il, de la question. C'est que lorsqu'on donne le droit de quelqu'un de signaler anonymement une infraction vraie ou supposée, oui, moi, c'est ma question un petit peu quand même philosophique, c'est-à-dire que quelle responsabilité porte l'individu qui signalerait, puisque si ensuite le signalement n'est pas justifié, que se passe-t-il en fait? Parce que je pense qu'il y a quand même une vraie question de démocratie et ça je pense que je ne mets pas en cause lorsqu'il y avait infraction, c'est pas du tout mon propos. Je voudrais juste comprendre dans quelle philosophie, pardon de le poser comme ça, s'inscrit en fait votre démarche à l'OFB lorsque vous demandez des signalements anonymes en fait. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une part de responsabilité aussi qui doit être portée? Enfin, l'OFB ne demande pas de signalement anonyme. Non. Non. C'est un sujet, n'importe comment l'anonymat, vous savez, c'est un sujet, on reçoit tous des lettres anonymes, on reçoit tous des mails qui viennent de je ne sais où, on reçoit tous... C'est un vrai problème. Non mais je suis d'accord. Non mais je suis d'accord, mais la problématique, c'est que aujourd'hui, on est dans une société qui n'a pas de temps à faire un certain nombre de choses, mais a beaucoup de temps à consacrer à son voisin, à sa voisine, à dénoncer ceci, à dénoncer cela. Effectivement, c'est vrai que ça, c'est un sujet qui est... en plus, quand vous vous faites insulter en recevant des mails par quelqu'un qui vous insulte, auquel vous ne pouvez pas répondre, vous ne savez pas qui c'est. Donc, vous n'allez pas lui dire... vous ne pouvez même pas vous justifier, puisque vous ne savez pas qui c'est. Donc, c'est vrai que c'est un vrai problème, quoi. Pardon, Président, mais qu'on préserve éventuellement l'anonymat de celui qui le signale, c'est une chose. Mais qu'on ne sache même pas qui signale, c'est autre chose encore. Donc c'est plus cette question-là qui, pour moi, est fondamentalement démocratique, qui m'interroge. Et j'aimerais peut-être, Monsieur le Directeur Général, que vous vous interrogez vous-même sur cette façon de procéder. Parce que vous ne communiquez pas celui qui signale telle ou telle infraction, vraie ou supposée, mais... Malgré tout, il faut responsabiliser aussi nos citoyens pour dire qu'un signalement n'est pas un acte anodin. Voilà, c'est le sens de mes propos. Je vous remercie. Je vais demander à Jean de raccompagner le directeur général et puis je vais poursuivre Merci, Monsieur le Président. Merci à tous. L'ordre du jour de notre commission. Merci. Merci.